tu as eu le cancer à l'âge de 22 ans. Voilà, c'est ça, ouais. Entre 22 et 23. Je fais un scanner et tout ça, je retourne à l'hôpital et là il s'avère que je fais une rechute. Je la sentais déjà dans sa voix qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc elle me dit, écoutez, votre cancer il est là. Erreur médicale. Erreur médicale. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Ce soir on en parle. Dans cette nouvelle émission que je vous propose sur la chaîne La Canette Prod TV, le principe est simple, j'invite dans ce plateau, dans ce studio, des personnes inspirantes qui ont une histoire, un témoignage à nous raconter. Et ça va être l'occasion peut-être de parler un peu de réflexion, de psychologie, de voir un petit peu comment les gens réfléchissent en fonction des choses qui leur sont arrivées dans leur vie. L'idée, c'est d'avoir un maximum de témoignages et que cette émission ensuite elle puisse inspirer, parce que vous allez le voir qu'on va avoir des personnages très inspirants au cours de cette émission. On commence du coup la première émission, ce soir on en parle, avec un invité de marque, Alexis Rodriguez. Bon bah moi c'est Alexis Rodriguez Choro, voilà j'ai 28 ans et aujourd'hui je vous raconte mon histoire sur la maladie que j'ai eue qui est le cancer. Ce soir on en parle. Bonsoir Alexis. Bonsoir Fabio. Merci d'être avec moi du coup pour cette première émission Ce soir on en parle. T'es dans un décor du coup. Ouais c'est assez impressionnant. Franchement ça fait plaisir de m'avoir invité. Avec grand plaisir. C'est toi qui va inaugurer du coup la toute première émission. C'est une tâche assez lourde aussi quand même parce que une première forcément il faut être à la hauteur. Mais tu seras à la hauteur, y a pas de doute. Bon, ici t'es comme chez toi, c'est tranquille, Ouais. c'est détente. Et puis on va parler un petit peu de tout ce qui t'est arrivé parce que tu vas nous raconter un peu ton histoire qui est plutôt assez atypique. On va y revenir dans quelques instants. Ça va? Ah bah oui, quand même. Non, je serais pas là. Oui, ça va, mais il y a des jours ça va, il y a des jours ça va moins bien. Une fatigue constante, des petites séquelles, voilà, qui restent ou qui ne resteront pas. Mais sinon ça va. Oui. Après ce que j'ai enduré, ça va. Il y en a d'autres, ils ont fini pire que moi. Je t'appelle Alexis. Alex, c'est plus court. Parle-moi un petit peu de toi, Alex. Du coup, raconte-moi un petit peu ta biographie. Où est-ce que t'es né C'est simple, je suis né de deux parents espagnols, purement espagnols, qui sont nés en Espagne, dans une région d'Extrémadour, donc pas loin de l'Andalousie, au centre de l'Espagne, côté Portugal. Pas très loin de chez moi, du coup. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc voilà pourquoi aussi le côté un peu typé, les cheveux bruns, voilà. Tu parles la langue ou pas? Je vais te poser Ouais, la je parle la langue couramment. C'est vrai? Mes parents nous ont toujours parlé à la maison depuis qu'on est petit. Et ma mère, en fait, a quitté le pays pour rejoindre mon père par amour. Parce que mon père est arrivé jeune D'accord. en France avec ses parents, qui sont aussi espagnols, mais qui sont venus travailler du coup en France. Mhm. Et en fait, pendant des années, la belle histoire d'amour, hein, des lettres, et puis jusqu'au jour où ma mère l'a dit, bon je quitte ma famille, je quitte mon pays, je quitte mes origines, je quitte la langue, et puis je rejoins mon amour directement. Et c'est de là que ma mère, quand elle est arrivée en France, parlait pas un mot français. D'accord. Donc du coup, il y a avec mon père, parce qu'il a quand même fait des études, il a suivi le cursus scolaire quand même un peu en France. Et donc du coup, ma mère nous a toujours parlé en espagnol parce que c'était sa langue Natal, oui. de dialogue. Et après, c'est en regardant la télé, le journal, et tout ça qu'elle a appris après à nous parler aussi français, mais avec un accent. Aujourd'hui, est-ce qu'elle pratique la langue convenablement? Elle arrive Alors nous, aujourd'hui, maintenant, ils vivent qu'à deux maintenant, donc ils parlent, on va dire, le plus généralement espagnol. D'accord. Mais quand nous, on y va avec moi, ma compagne ou même ma sœur, on parle moitié français, moitié espagnol, parce que elle a eu toujours le regret. Elle dit toujours à mon père, t'aurais dû me parler en français. Ah, du coup, il y a l'accent forcément. Voilà, t'aurais dû me parler en français. Elle a le regret que mon père n'ait pas fait ces efforts-là de lui parler plus en français qu'en espagnol, mais bon. Mais c'est pour ça que du coup, on parle couramment espagnol. L'écrire, on se bat, ma sœur mieux, mais moi je me bats. Le lire, je sais plus ou Tu moins. te bats, c'est-à-dire que t'aimerais apprendre peut-être? Non, pas forcément. Je veux dire, avec mes cousins à l'étranger, quand on parle sur WhatsApp ou autre, je sais l'écrire. Après, si j'ai un mot qui m'échappe, je vais voir Google Traduction, mais sinon, non, je cherche pas plus. Tant que je sais le parler, c'est déjà primordial. Tu as une sœur, hein, je crois. J'ai une sœur, voilà, qui est plus âgée que moi, avec qui on s'est toujours bien entendu, très fusionnel et tout ça. Je suis chauffeur particulier. Ça consiste en quoi? Ça consiste à, en temps normal, transporter n'importe quelle personne en général.
Ça ressemble un peu comme les VSL ou alors les taxis, sauf que nous, bah, forcément, on est moins cher. Mais la plupart du temps, moi, dans mon travail, consiste à faire du transport scolaire de petits jeunes en situation de handicap. D'accord, super. Donc, Mon frère fait ce métier-là d'ailleurs. Voilà, TDAH, tout ce qui est troubles du comportement, D'accord. handicap de motricité, toutes ces choses-là. Et petite parenthèse, ce métier, il vient d'où cette passion? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que Non, alors j'ai toujours aimé conduire en soi. Et au fait, c'est parce que ça s'est présenté à moi, tout simplement. t'as eu une opportunité, donc tu l'as saisie, tout simplement. Je l'ai saisi, puis pour le moment, je m'en plains pas concrètement, quoi. D'ailleurs, en parlant de conduite, aujourd'hui, tu as fait de la route parce que est-ce que tu peux nous dire Ouais. où est-ce que tu habites? Alors j'habite à Péronne, donc on est à 3h30 d'ici, du studio du coup. Donc ouais, très très long. On est parti à 7h du matin, ouais, juste pour faire le déplacement. Waouh. Bah, écoute, je te remercie infiniment. De rien à toi. Merci beaucoup. Rien que le fait de faire cet effort pour une première, moi je trouve ça formidable. Il n'y a pas beaucoup d'invités qui accepteraient de faire autant de kilomètres. Quelque sorte, ça touche en fin de compte. Quand on voit le mal que tu te donnes à faire des choses comme ça, bah forcément, s'il n'y a pas des gens comme moi qui cherchent à faire l'effort de se déplacer pour proposer ou parler de quelque chose, hein, sinon ça sert à rien. C'est que ce que tu fais n'a plus de sens en fin de compte. Il est clair que ce studio est là effectivement pour qu'on puisse l'exploiter au maximum, mais ouais, je te remercie en tout cas de jouer le jeu à fond parce que ça me touche profondément. Alors, en tout cas, t'es chez toi ici, comme je te l'ai dit. Merci. Je voulais aussi que tu nous parles un peu de ton enfance. Alors, comment il était le petit Alex? Alors, l'enfance c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que moi j'ai été à l'école, une école publique qui était sur Péronne du coup, mais pas très loin de chez mes parents, on pouvait y aller à pied. À cette époque-là, pas forcément de beaucoup d'étrangers, c'est-à-dire d'orientation étrangère, d'enfants qui viennent de plusieurs cultures. C'était beaucoup centré sur des enfants purement français. Et du coup, moi je suis arrivé dans une période où j'ai vécu quand même le harcèlement scolaire. Ouais. Mine de rien. On m'a bousculé, on m'a insulté. Quand j'étais dans la cour de récré, on me jetait dans les flaques d'eau et tout ça, des groupes d'enfants et tout ça, parce que forcément ma couleur dérangeait. Et ils savaient que j'avais des origines. Ma mère, quand elle venait me chercher à l'école, forcément une mère avec un accent hyper prononcé espagnol, du coup c'était toujours un mal vu en quelque sorte. C'est incroyable ça. Le directeur était concrètement contre moi. En fait, il se foutait complètement de ce que je pouvais vivre. Et pourtant, il me voyait tous les jours partir en pleurant, hein. Ma mère venait me chercher le midi, je repartais toujours en pleurant. T'avais quel âge à peu près dans ces eaux-là? À partir de l'âge de 6 ans, à peu près. Et ça t'a marqué visiblement, puisque t'en parles encore Ah oui, aujourd'hui. oui, ça m'a marqué parce que... ça m'a marqué et je pense que c'est ce qui m'a endurci aussi, en quelque sorte. Parce que moi, ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est de voir ma mère qui essayait de lutter et de redresser cette situation. Sauf que comme elle avait cette barrière de la langue, et du coup, tout le monde se foutait de sa gueule tout autant que moi. Donc, en fin de compte, un jour, le hasard total, un jour, moi j'en pleurais tellement que ça m'angoissait, je me sentais mal, je rentrais chez moi, j'allais m'isoler dans ma chambre, dans une sorte de bulle. Et un beau jour, on va chez le médecin. Donc à ce temps-là, c'était même pas le médecin, c'était le pédiatre. Je pourrais même citer son nom, docteur Aboudiam. Et ma mère, elle en parle. Elle dit, écoutez, mon fils, il vit une sorte d'harcèlement scolaire, il le vit très mal, il n'avance pas dans son cursus scolaire, son apprentissage, est retardé. Donc ça veut dire que j'avais du retard sur tout ce qui était l'apprentissage des mathématiques. J'avais du mal à... Parce que t'étais tellement focalisé sur le mal qu'on te faisait que t'arrivais pas à te concentrer. J'avais du mal à lire, j'avais du mal à écrire, je faisais énormément de fautes d'orthographe. Ça, c'est des lacunes que tu as de base? Voilà, c'était des lacunes que, avec ce qui m'est arrivé, du coup, ça m'a retardé mon apprentissage. Donc la conséquence de ces lacunes serait potentiellement le fait que des gens s'en sont... Ah oui, tout à fait. De toi. Alors c'est pour ça que, en fait, j'ai été déclaré pendant... au tout début, enfin après ce calvaire, même si ce calvaire ne s'est pas forcément terminé, mais j'ai été dyslexique. Ils m'ont catégorisé de dyslexique parce que, en fin de compte, j'ai eu un retard d'apprentissage scolaire. C'est-à-dire que, admettons, un enfant de 6 ans doit déjà savoir à peu près lire, écrire et compter un peu. Que moi, j'avais
j'avais déjà du retard vis-à-vis des autres. Et du coup, pour revenir, ma mère, on a été chez le pédiatre et elle explique la situation. Le pédiatre, il dit, écoutez, il faut retirer votre enfant de là-bas parce que sinon, ça va nuire à toute sa vie. Ça va nuire à toute sa vie. Il s'agirait pas d'essayer plutôt de calmer ses enfants plutôt que toi de t'évincer de cet endroit? Le problème qu'il y a, c'est que comme on avait le directeur de l'établissement et l'instit qui s'en foutaient complètement, du coup, on n'avait pas d'aide concrète là-bas. Mais ça encore, tu parles de ça, tu avais 6 ans. Mais même encore aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. On l'a vu avec plein d'affaires dans l'actualité, où on voit effectivement des directeurs ou des directrices qui sont complètement insensibles à ce qu'un enfant peut ressentir, alors que l'enfant, il le dit, il vit une très mauvaise situation. Je veux dire, après, chacun a sa dose de sensibilité. Il y a des gens, il en faut peu pour les émouvoir, d'autres beaucoup plus. Et donc, automatiquement, il y a des gens qui, comme ils sont pas très sensibles, ils se mettent pas à la place d'autrui. C'est d'ailleurs des questions qu'on aura pour coutume de revenir. À cet âge-là, on a un côté un peu ignorant. Un enfant, c'est vachement sensible à cet âge-là. Il cherche à se faire des amis, à être bien entouré, tout ça, construire son enfance. Et du coup, après ça, on m'a retiré de cette école-là. J'étais dans une école privée, catholique en plus, qui dans la même ville, qui s'appelle le Sacré-Cœur. J'ai une partie de ce mal qui a été retiré parce que là-bas, forcément, il y avait un peu de tout niveau origine. Puis comme c'était catholique et privé, c'était plus structuré. On faisait plus attention à chaque enfant. Mais le harcèlement psychologique en soi que j'ai pu vivre avant n'était plus présent. Mais par contre, j'ai eu ce retard qui m'a suivi jusqu'au moins la 3e. Parenthèse, est-ce qu'aujourd'hui, ce retard, c'est bon, il a été compensé? J'ai encore des lacunes. T'as encore des lacunes? J'ai encore des lacunes on m'a dit après avoir vu des psychologues et tout ça, parce que j'ai été voir des psychologues et tout ça, il faut pas se leurrer, des psychologues pour rattraper ces retards que j'avais. Ils m'ont dit que j'allais améliorer certaines choses, mais que j'allais pas tout corriger. C'est-à-dire ce que j'ai perdu au moment précis que je devais l'apprendre, j'allais pas le rattraper. Parce qu'en fait, ce que les psychologues expliquent, c'est qu'à un certain âge, ton cerveau est bridé pour apprendre et le conserver toute sa vie. Potentiellement l'âge le plus jeune. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est comme un bébé. Un bébé, quand il naît, on dit, tiens, c'est bizarre comment il fait pour savoir parler, comprendre notre langage et tout ça un jour ou l'autre. C'est parce que quand il est bébé, le cerveau est vachement plus développé, il enregistre plus facilement. Alors moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'à cette période-là, je devais apprendre ça, sauf que je les ai pas appris. Et ça, forcément, le cerveau, après, il l'oublie, puis du coup... D'où la sensibilisation, on en profite parce que cette émission, elle a double sens. Je vous le rappelle, en plus de recevoir des histoires intéressantes et inspirantes, l'idée, c'est aussi, bien évidemment, de transmettre des messages. Et puis, peut-être que c'est aussi l'occasion de transmettre un message universel. Vous avez des enfants, vous les éduquez. Parfois, en fait, si ces enfants se comportent mal, c'est peut-être l'occasion, je suis personne, je veux dire, moi-même, j'en ai pas à l'heure où je tourne cette vidéo, mais je veux dire, c'est peut-être le moment peut-être de serrer la vis, si votre enfant est un trouble pour d'autres enfants, c'est peut-être le moment de réagir, chers parents, parce qu'autrement, on peut avoir des cas comme ça où ça peut créer un déséquilibre mental, parce qu'on ne connaît pas, encore une fois, qui sommes-nous pour juger la sensibilité de chacun. Il y en a qui sont sensibles avec rien, d'autres avec plus. Encore une fois, c'est un long débat auquel nous ne reviendrons pas là, dans cette émission, mais il est question de se dire que voilà, on laisse des traces. Les enfants, c'est aussi le reflet des parents, donc s'il vous plaît, faites attention à vos enfants parce qu'ils laissent des traces et donc voilà. Donc en tout cas, est-ce que ça t'a forgé quand même, mine de rien, cette... Ah oui, ça m'a forgé parce que sinon, au jour d'aujourd'hui, je pense que je serais pas devant toi. Parce que la plupart des enfants, j'en transporte même un dans mon travail qui est encore plus âgé et qui vit ce harcèlement-là et qui a des idées noires. Donc moi, je les ai pas eues parce que je pense qu'on a su solutionner, ou du moins agir au bon moment. Qu'il y a des enfants au jour d'aujourd'hui où il est trop tard pour agir. C'est terrible. Donc, quand on y pense, c'est terrible. Donc c'est pour ça que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont réagi assez vite et du coup on a évité la casse. Pas la casse d'hier, mais la casse aussi d'aujourd'hui. Le fait qu'avec tes parents aussi, ils ont vite réagi, c'est-à-dire que tu as une relation plutôt bonne avec tes parents, vous êtes très expressifs. Moi, je suis très très proche de mes parents et ma mère, comme mon père travaillait dans l'automobile, puis il travaillait de 8h à 18h, il n'était jamais présent et lui il n'a pas vu directement ce qui m'est arrivé avec ma mère. C'est surtout ma mère
qui a vu le contexte réel de ce Et puis qui se n'oublions passe. pas, la connexion entre une maman et son enfant, elle est incroyable, puisque mine de rien, c'est à partir de son ventre qu'on est conçu. oui, Hein. c'est On qui vit nous un peu en apportait. elle, c'est ça qui est formidable. Hein. Il y a une connexion avec la maman qui est incroyable. Prenez soin de vos mamans et de vos pères, bien sûr. On va dire que c'est la seule période de mon enfance qui a été compliquée. Après, avec mes parents, j'ai eu une très très bonne enfance. J'ai jamais manqué de rien. L'enfance classique, c'est qu'on partait tous les étés. C'était le moment qu'on attendait aussi bien moi que ma sœur. On partait tous les étés voir la famille en Espagne aux périodes des fêtes, donc très religieuses et tout ça, où ils sortent la Vierge dans les rues et tout ça. Et ça, c'était le moment on soufflait complètement. C'est issu d'une famille chrétienne, du coup. Voilà, c'est ça, ouais. Très bien. En Espagne, on est très chrétien. Donc là-bas, c'est beaucoup la Vierge qu'on met à l'honneur. Ouais, d'accord. Ici, c'est plus le Christ. Et ouais. T'es croyant, toi ? Ouais, je suis croyant. Donc j'ai été donc baptisé, communié. Et le seul truc que j'ai pas fait, c'est la confirmation. C'est la seule chose que D'accord. j'ai pas fait. Mais j'ai communié. C'est-à-dire que voilà, j'ai reconnu ma foi davantage devant Dieu. Voilà. Ça sera l'occasion d'en reparler dans quelques instants. On va parler évidemment de la foi, très important, l'aspect spirituel. C'est vrai que dans certaines émissions, il y a des personnes qui, je dirais, n'osent pas trop se mouiller en parlant de spiritualité parce que naturellement, il y a des gens aussi qui nous écoutent qui peut-être ne le sont pas, mais il y a tellement des gens bienveillants derrière l'écran, j'en doute pas, que du coup, on pourra parler de ce sujet sans problème. Et peut-être il y a des gens aussi qui vont se reconnaître. Tout à La fait. foi, c'est très important. On y reviendra tout à l'heure avec des questions bien ciblées par rapport à ça. Parle-moi un petit peu de tes passions et des rêves qu'avait le petit Alex. Eh ben, il n'a eu pas mal. J'ai toujours été quelqu'un, bizarrement, pourtant avec le mal que les gens m'ont fait étant jeune, mais j'ai toujours été quelqu'un qui allait beaucoup vers les gens et qui voulait, en fin de compte, apprendre, aller comment dire, découvrir plusieurs univers. Donc j'ai été dans le sport en premier temps, parce que c'est ce qui se rapprochait à l'école. Donc j'ai fait du football, j'ai été arbitre de football. J'ai été aussi dans le côté musical, parce que ma sœur adore tellement la musique que j'ai été dans ce côté-là. J'ai dansé aussi. Première scène devant 5000 personnes. Donc c'est pas rien. Donc j'étais quand même plutôt à l'aise, donc j'avais pas peur du public. Voilà, mine de rien. Et T'avais quel âge à cette période-là ? oh là là, je devais avoir 16-17 ans. Hein. Ouais, donc c'est encore, c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Ouais, c'était pas mal. Et ensuite, je me suis orienté vers le monde de la radio avec mon ami Aurel, que je salue, voilà, que j'ai rencontré. Et ensuite, j'ai fait du théâtre aussi, un peu de théâtre. Donc ouais, j'ai été un peu partout. Je me suis ouvert un peu partout, à tous les domaines, à toutes les ambiances, à toutes les couleurs qu'ils peuvent avoir. Ouais, j'étais assez ouvert sur tout. D'accord. Dès que j'avais la possibilité d'essayer, j'ai essayé. Par exemple, un sport qui a coûté une fortune, mais qui, en fin de compte, ça, j'ai dit, ouais, j'aime pas ça, au fait. C'est le tennis. J'ai essayé le tennis. En fin de compte, mes parents pensaient qu'ils allaient faire de moi un tennisman du feu de Dieu, sauf que moi, j'y allais juste pour m'amuser. Voilà, c'est tout. Donc ça s'est terminé très rapidement. Aussi étonnant que cela puisse paraître, même moi, récemment, je m'y suis mis un petit peu avec des potes. On fait un peu de tennis, c'est pas mal. J'aime bien, franchement, c'est... Ouais, moi, c'était la musette, quoi. J'avais commencé sur la Wii, moi, tu sais, Ouais, au départ. Tu sais, avec Wii Sport, comme ça. Ouais. Je m'amusais bien. Et puis là, c'est vrai que le fait de passer dans la vraie vie, c'est sympa aussi, je comprends. Mais non, j'ai testé un peu de tout, en vrai, niveau passion. Mais sinon, niveau passion... Justement, pour pas griller les étapes. Ah oui. Est-ce que aujourd'hui il y a des passions de l'époque qui sont toujours des passions à l'heure actuelle ? T'as remarqué qu'en fait, dans ta biographie, puisqu'on retrace un petit peu ton parcours, on va crescendo remonter jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là où on va parler de ton histoire. Et juste avant de parler de ton histoire, on va parler de notre rencontre aussi, mine de rien, parce qu'il y a peut-être un lien avec une passion. Ouais. Est-ce qu'il y a des passions que tu as eues auparavant que tu conserves aujourd'hui ? Le côté visuel, le côté... artistique, peut-être ? Artistique, ouais. Sous quelle forme ? Peinture, graphisme Oui, je crois que tu faisais du graphisme aussi. Ouais, tout ça, je le garde d'avant. Ouais. Mais il n'y a que ça. Après, le reste... La radio, est-ce que ça te passionne toujours ? La radio, oui, mais il faut être en réel. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions où ça se fait en duplex ou autre. Chacun chez soi, les web radios, les machins. Tout ça, ça me dit plus rien. Clairement. Est-ce qu'on peut en parler ? T'as rencontré Koé ? Oui, je l'ai rencontré quand j'ai fait quand je faisais autre chose que j'ai aussi essayé. Quand j'ai fait du one man, j'écrivais des sketchs un peu de ce qui m'arrivait avec un ton d'humour. Et en fin de compte, j'ai été invité durant un de ces passages à Péronne.
Et à cette époque-là, il était encore avec son ancienne équipe de radio. Et du coup, j'ai été avec lui dans les loges. Et puis, on a sympathisé. Et puis voilà, quoi. Hein, concrètement. Très sympa, très humain. Puis, on voit qu'il vient de chez nous. Hein. C'est quelqu'un de chez nous du Nord. Hein, donc, très... Il y a l'accent qui revient par un moment. Ouais, des fois. Je sais que tu essaies de le masquer, mais il y a des fois, il revient. Mais c'est un choupeau dur. Hein. Très bien. Voilà. Ok. Si on parle un petit peu de notre rencontre, nous. Ouais. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'1 an, je dirais. Moins d'1 an, ouais. J'aurais jamais pensé. Je te raconte comment ça s'est passé. Alors du coup, Fabio faisait son émission La Nocturne sur TikTok et du coup, il y avait un numéro derrière lui qui était affiché. Ouais, si vous voulez nous appeler, vous nous appelez, machin, sans problème. Petit contexte, hein, avant la Canette Prod TV, il y avait une autre chaîne YouTube qui s'appelait Switch sur laquelle j'ai vraiment commencé à faire du contenu. Et effectivement, avant, je faisais des émissions, dont une qui s'appelait La Nocturne, c'était une libre antenne. Il y avait un numéro de téléphone et les gens m'appelaient. Et je faisais, et en fait, l'objectif, c'était de faire des rencontres à travers ce numéro de téléphone. Le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran, vous m'appelez et dès que je reçois votre appel, vous passez directement à l'antenne. Le principe, c'est de passer du bon temps, c'est de découvrir les autres, de partager peut-être aussi des passions, de découvrir un petit peu votre métier, ce que vous faites dans la vie. Bref, l'objectif en fait, c'est de faire connaissance, mais sobrement, avec respect, avec bienveillance. Le coup du hasard tombe. Alex m'appelle, on fait connaissance machin, il me dit qu'il veut travailler dans l'audiovisuel, moi j'ai ma boîte dedans. J'ai rencontré Alex comme ça, donc il m'a ajouté sur LinkedIn. T'es allé sur mon site internet, t'as trouvé mon numéro pro, tu m'as contacté, et depuis on s'est pas lâché, on peut dire les choses. C'est ça en fait, on s'est rencontrés à une période où je commençais, je crois, mon traitement. Et là on y vient. Alex, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors du coup, 2023, je vais pour prendre ma douche, en fait, pour vous schématiser ce qui s'est passé. Je prends ma douche et voilà, je me lave comme tout le monde, hein, et du coup, je sens une masse testiculaire droit, voilà, hein, au bijou de famille, pour que ça soit les parties intimes. Voilà, dans les parties intimes, droit. Et c'est tout. Ça me choque pas plus. Je vois que c'est pas douloureux, c'est grossier, c'est entre le mou et le solide. Et c'est tout, je m'arrête là. Et j'ai traîné ça pendant au moins 1 ou 2 mois. Et au bout, parce que moi je dormais sur le ventre, donc on aurait cru que j'étais monté tout le temps sur une béquille, quoi. Donc, tu dors sur le ventre de nature ou c'est depuis que tu as eu ça? Non, de nature. D'accord. J'ai toujours dormi un peu sur le ventre. Donc j'étais comme si j'étais monté sur une béquille, j'étais toujours, on va dire, surélevé. Et, ça te faisait mal ou pas? Non, du tout. Parce que je voulais pas les consulter. Je dis, ouais, c'est assez complexe, c'est assez gênant, c'est une partie qui nous est réservée proprement. Je dis, allez au médecin, machin, enfin, je voulais pas. Et en fait, la vie a fait un hasard que, un beau jour au travail, je sens une grosse douleur gênante au niveau des côtes. Et du coup, on m'emmène aux urgences. Je sais pas, je prends le courage un demain et je dis au médecin, urgentiste, je lui dis, écoutez, est-ce que vous pouvez regarder à mes parties génitales côté droit? Pour moi, il y a une anomalie. Alors, il me dit en rigolant, mais attendez, monsieur, vous venez pour les côtes ou vous venez pour en bas? Alors, je dis, ouais, mais bon, tant que vous êtes là, C'était gênant pour toi, ce moment? Ah ouais, c'était gênant. Mais t'as quand même osé lui en parler? Parce que t'as senti au fond de toi... J'ai osé parce que je sentais que ça prenait du volume plus les jours passaient. Mais il y avait une douleur ou pas? Ah non, $1. Ok. $1 de chez $1. Mais il a fallu quand même que excuse-moi, hein, mais cet antécédent avec ta côte pour que tu puisses... tu penses que si t'avais pas eu ça, est-ce que tu... Oh, j'aurais encore traîné. Donc il serait quand même allé, mais beaucoup plus tard. Ouais, beaucoup plus tard. D'accord. Là, on disait, déjà, j'ai traîné déjà 2 mois. Hein. Déjà, on était déjà 2 mois où j'avais cette masse. Hein. Donc, il me dit, bon, ok, on va regarder. Et il me dit, écoutez, il y a 3 hypothèses. Il dit, soit c'est une torsion testiculaire, mais il dit, vous auriez une douleur, mais alors vous tortillez par terre. Il dit, là, c'est pas le cas. Soit c'est une masse, comme une boule de chair, en fin de compte, mais il dit, vu la taille, ça m'étonnerait. Il dit, c'est un kyste. T'es inquiet à ce moment-là? Comment tu te sens? Non, pas plus inquiet, mais je lui pose plein de questions. Je lui dis, du coup, je lui dis, qu'est-ce que c'est pour vous? Il dit, il dit, moi, j'ai du mal à savoir. Il dit, mais pour moi, ça serait un kyste vu la texture. Il dit, parce qu'un kyste, c'est entre moelleux et on va dire tendre, on va dire. Donc, il me dit, je vais vous envoyer faire une échographie. Là, directement, vous sortez après des urgences, vous allez faire votre échographie cet après-midi. Donc, je ressors des urgences, je vais faire cette fameuse échographie. Donc, il me fait l'échographie, paf et tout. On attend
peut-être 10-15 minutes, il revient avec les résultats, il me dit, bon, bah là, je vous envoie tout de suite aux urgences. Il dit, là, vous avez un kyste, là, c'est confirmé. Il dit, on ne sait pas s'il est malin ou bénin, on ne sait pas s'il est bon ou mauvais, donc il faut aller aux urgences, donc à Amiens, au CHU d'Amiens, et ils vont vous prendre en charge directe. C'est loin de chez toi, Amiens? 50 km. D'accord. Voilà. Comment ça se passe? Le choc direct? Je sais qu'il y a un problème, mais psychologiquement, je me dis que pour le moment, voilà, je mets pas la charrue avant les bœufs. Ça t'a pas choqué le fait qu'on te dise direct aux urgences? Non, là, non, concrètement, non. D'accord. Non. Je me suis dit, bon, bah, pour le moment, on sait pas. Donc, bon, bah, voilà, il faut suivre son cours, hein, c'est tout, c'est comme ça. Parce qu'il m'a semblé cru entendre que dans ton histoire, tu disais que il vient effectivement de vérifier et qu'il faut direct aller aux urgences. Il a dit qu'il savait pas si c'était malin ou bénin, mais il fallait directement aller aux urgences. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même un côté où il y a une pression quand même en niveau timing. Ouais, hein. mais ça, je pense que j'y ai pas prêté attention sur le moment. D'accord, très bien. Tu voulais savoir en fait. Voilà, je voulais savoir, donc la seule information qui m'est restée, c'est il faut aller aux urgences. Très bien. Donc mon père il m'emmène, on arrive aux urgences et c'est à partir de là qu'on commence à prendre conscience. Je rentre très rapidement dans un bloc, voilà, un bloc où il y a un bureau, tout ça machin. Puis le chirurgien il arrive, donc on rabaisse le pantalon, il reconsulte, machin, il retâte, il part 10 minutes et au bout de 10 minutes il revient, il me dit bon bah monsieur Rodriguez, on vous garde, on vous opère demain. Et là, tu te dis... Là, c'est le choc, là, par contre. Là, ouais. Tu te dis, comment on va faire, qu'est-ce qui va m'arriver, machin et tout ça, parce qu'on me dit, on vous opère, mais bon, on ne savait pas plus, hein. Donc, ok, bon, bah, j'ai dit à mon père, écoute, bah, viendrez m'apporter des vêtements demain, je reste là, machin et tout ça, on m'emmène dans la chambre. Voilà. Alors, déjà, j'attends extrêmement longtemps dans le couloir, donc t'attends de reminer, à t'imaginer plein de choses. J'arrive dans la chambre et tout ça, la chirurgienne vient et tout ça, elle m'explique, elle me dit bon bah voilà, on sait pas si c'est un kyste, mais on sait pas s'il est bon ou il est mauvais. Donc la seule solution c'est de vous opérer, de vous retirer le testicule. Ouais. Donc j'ai ok, donc ça va aller vite, elle me dit oui, ça va prendre 10-15 minutes, sous anesthésie générale, tout ça, machin. Donc cette partie-là, elle a été plus ou moins bien. Le lendemain, voilà, je pars au bloc à 8h, hop, pour mon père, 10 minutes, 15 minutes, je rentre, je me réveille dans la chambre. Pas de douleur, ça a été super bien fait. Bon, maintenant j'ai la cicatrice à vie, hein, testicule en moins, forcément. Là, t'en as qu'un, du coup, si je peux me Ouais, permettre. j'en ai plus qu'un, ouais. Parce qu'on peut vivre avec un, du coup, et on peut procurer avec un. C'est vrai? Ouais. Je savais pas. Ouais. D'ailleurs, t'as une fille, si, entre parenthèses? Ouais, j'ai eu ma fille juste avant d'avoir le Avant que cancer. ça arrive, d'accord. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui t'est arrivé, niveau fertilité, c'est faisable? Alors du coup, j'en ai moins de spermatozoïdes, mais je peux toujours procurer. Après, faut savoir que le traitement que j'ai eu, ça met 1 an et demi à s'estomper de mon corps. Donc, faut éviter. Mhm. Parce que, à vrai dire, on peut sortir, le spermatozoïde peut avoir des malformations et donc avoir des enfants mal formés ou avec des complications, des choses comme ça. C'est des probabilités que ça peut arriver. T'étais intéressé, toi, à l'idée d'avoir plusieurs enfants, à la base? Bah moi, j'en voulais au moins 2. Au moins. Un peu comme mes parents, quoi. Mais après, voilà. De toute façon, ça arrivera. Après, si c'est plus compliqué avoir un enfant, bah, il faudra réessayer. Ou après, il y a d'autres moyens, hein. Mais c'est pour ça qu'on m'avait proposé plusieurs fois de congeler des spermatozoïdes. Mais à ce moment-là, j'avais pas la tête à ça. Pourtant, ils m'ont forcé plein de fois là-bas. Et donc, pour revenir, voilà, j'ai été opéré et tout ça, donc nickel. Je suis ressorti après l'opération du testicule, je suis ressorti au bout de 4 jours parce qu'ils te gardent pour voir s'il n'y a pas d'infection au niveau de la chirurgie et tout ça. Et après, mon testicule part en biopsie, donc sur Paris, et on a les résultats de 7 à 15 jours. Donc tu retournes chez toi, pendant 7 à 15 jours, tu cogites. Parce que tu dis, est-ce que ça va être bon, est-ce que ça va être mauvais? Le stress à ce moment-là, en toi, si tu devais le mettre sur une échelle de 1 à 10. Bon, je mettrais au moins 8. Au moins. Mais le pire qui était stressé, c'était mes parents et ma sœur. Eux, c'était les pires. Ils étaient plus stressés que toi. Ils étaient plus stressés, mais ils me le faisaient pas voir. Mais moi, je m'en doutais. Parce que comme ils me reparlaient souvent de ça, je savais que ça allait stresser. À venir en parler plusieurs fois, à m'en parler plusieurs fois, ou à m'appeler. Est-ce que dans le non-verbal, t'as senti aussi peut-être dans leur attitude, dans les yeux, dans la gestuelle, qu'ils semblaient être un peu parasités par ce qui t'est arrivé? Ouais, bah plusieurs fois, des trucs normaux, comme ma mère me dit bon, ça fait 6 jours, t'as toujours pas les résultats?
Je sentais que du coup, ça l'a préoccupé. Parce que sinon, tu poses pas autant de fois ces questions-là. Évidemment. Et arrive ce 7e jour. Et l'oncologue, elle me dit, bon, bah écoutez, j'ai reçu vos résultats. On se voit demain en consultation. Point. J'y vais le lendemain en consultation. Elle me dit, bon, bah écoutez, je sais pas si vous vous en doutez ou pas, ou vous l'imaginez du moins. Elle dit, vos testicules étaient cancérigènes. Voilà, donc on a bien fait de vous l'enlever. Maintenant, la question est de savoir si on l'a enlevé en temps et en heure. Comme vous n'êtes pas venu consulter tout de suite. Alors, je revois la chirurgienne. Et en fin de compte, au jour d'aujourd'hui, on peut considérer comme une erreur de sa part. Mais bon, ça, il fallait savoir, avec les sillons pour faire le monde. C'est qu'à ce jour-là, le jour que j'ai vu mon oncologue qu'elle m'a dit ça, j'ai vu la chirurgienne à la suite. Et la chirurgienne, elle me dit, bon écoutez, soit on fait une chimio de prévention, au cas où, s'il y a une métastase de la tumeur quand vous a retiré de vos testicules, qui est partie autre part dans votre corps, dans vos organes. Donc une sorte de récidive, en voilà. fait. Ou alors, on fait des contrôles pendant tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. T'avais le choix. Voilà, elle m'a laissé le choix. Et moi, je lui dis, c'est vous, la spécialiste, dites-moi ce qui est le mieux. Parce que c'est trop dur pour moi de choisir, en sachant que ça reste quand même un cancer. On ne parle pas de je veux dire, d'un rhume ou autre, quoi. Donc elle me dit, bon, bah pour moi, elle dit, je pense que ça a été pris à temps et il y a peu de chances qu'il y ait une rechute. Donc elle dit, on va faire des contrôles. Ok. Donc là, à ce moment-là, le stress redescend. Ah bah oui, psychologiquement, je me dis, bon bah voilà, on me l'a retiré. Toi, tu fais confiance. Voilà, ah ouais. Je dis, voilà, on me l'a retiré, hop, on passe à autre chose. Voilà, c'est derrière toi. Entre parenthèses, t'avais ta fille aussi à gérer avec tout ça aussi. Bah à ce moment-là, j'avais que l'opération. Donc, les jours que j'ai été à l'hôpital, oui, c'est mon ex-compagne qui s'en est occupée. Mais sinon, oui, de ce côté-là, ça a été. Ma fille ne m'a pas vu pendant quelques jours et tout ça. Mais après, quand je suis revenu tout ça à la maison, ça a été. Est-ce que l'opération, elle était douloureuse? Non. Non, parce que comme on est sous asthénésie générale... Alors, au réveil, est-ce que t'étais... Non, aucune douleur. Ça a été très propre. Très, très bien fait. Pas de saignement. Même pas les de... jours après, les Non. semaines qui suivaient? Il n'y a que quand le temps il change, on dit toujours, hein, tout le monde le dit, quand le temps il change, on sent une sorte de gêne au niveau de la cicatrice. Mais sinon, non. Le temps il change, c'est-à-dire? Bah, quand tu vois que le temps il commence à grisonner, qu'il va pleuvoir, qu'on passe du soleil à la pluie ou des choses comme ça. On le sent. Quand le temps il est un peu plus humide, on le sent aussi. Ah bon? Tu veux dire qu'il y a un lien entre le temps et... Ouais, ça joue, ouais. Ça joue sur le Comment corps. ça? Je comprends pas. Bah écoute, là par exemple ces derniers jours il a fait beau. Oui. Et bah si d'un seul coup aujourd'hui il aurait fait mauvais, en fait le corps arrive à réagir sur ce changement en fait de climat. Tu parles de l'aspect psychologique, physiologique, anatomique, sur quel aspect tu te bases? Je saurais pas te dire, moi je le ressens comme ça en fait. Je sais que dès que le temps il va changer, qu'on va passer d'un bon jour à un mauvais jour, et bah je le sens au niveau de ma cicatrice. Ah d'accord. Donc oui, il y a un mélange des deux en fait. Il y a de la psychologie parce que j'imagine que tu préfères quand il fait le beau. Ah bah sans oui, doute. oui. Alors, ça peut paraître bête, mais il y a des gens qui aiment la pluie aussi. Donc Ouais. même l'orage, on en trouve beaucoup. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous avez peut-être des climats préférés, j'ai envie de dire. Il y a des ambiances effectivement, mais toi, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, l'ambiance dans laquelle tu es, elle influe vraiment ton opération en fin de compte. Enfin, ta Le cicatrice. problème qu'il y a, c'est qu'on est aussi dans une région très humide. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce cancer-là s'attrape dans les régions très froides et très humides. C'est pour ça qu'il y en a très peu d'hommes, parce que c'est chez l'homme, d'hommes qui attrapent ce cancer dans le sud. D'ailleurs, on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect héréditaire? Est-ce qu'il n'y a pas une question comme ça? Alors moi, ils m'ont expliqué comment du coup ça s'est fabriqué. Enfin, comment la tumeur a réussi à venir à cet endroit-là. C'est qu'en fait, quand les testicules, par exemple, des fois quand on a une sensation de colique, les testicules remontent dans l'estomac, au contact, parce que les testicules, comme elles pendent, elles sont toujours à un contact plus ou moins tempéré ou au froid. Donc, en remontant dans l'estomac, ils arrivent à remonter dans l'estomac, bah, au contact du froid de l'extérieur et de la chaleur à l'intérieur de l'estomac, du coup, ça crée une bactérie. Et là, ce petit bonheur la chance, la bactérie, soit elle se génère positivement, ou soit elle se génère négativement. Et D'accord. moi,
Et du côté familial, il n'y a rien à déplorer de... Alors, il faut savoir que le cancer n'est pas héréditaire. Oui, on l'a tous en nous Voilà. finalement, et Voilà. puis C'est c'est ça. un petit C'est bonheur soit la ça chance se que tu déclenche. disais, oui. Alors, il y a plein de facteurs. Aujourd'hui, on peut trouver des documentaires sur plein de spécialistes qui travaillent là-dessus. Comme ici, Pierre Curie, qui travaille beaucoup là-dessus. C'est que il y a plein de facteurs. Le stress, la contrariété, le climat, l'alimentation, l'ambiance au travail, toutes ces choses-là, en fait, globales, peuvent déclencher... Si on réfléchit un petit peu rétrospectivement, niveau ambiance scolaire, c'était pas terrible. Ouais. Niveau, tu viens de citer quoi dans les points que tu viens de dire? Pardon, j'en ai oublié Le quelques-uns. stress. Le stress, donc du coup ça joue. Voilà. Ensuite, après, tu avais cité. Ensuite, l'alimentation. Niveau alimentation, ça a toujours été. Quand j'étais chez mes parents, c'était... c'est comme toujours, à cette époque-là, ma mère faisait beaucoup de popotes. Beaucoup des repas qu'on mangeait aussi bien le midi que le matin, que le midi et le soir, pardon. Donc très très fait maison. Et après, quand on prend son indépendance, on commence à bouffer un peu des fast-food, des machins. Donc c'est des repas qui sont vachement moins équilibrés, moins sains et tout ça. Donc ça peut jouer aussi, c'est un marqueur qui peut jouer. Et après, quand on se met en couple ou en ménage, on construit sa famille, il y a le stress avec l'enfant, il y a le stress financier, il y a plein de choses, il faut gérer les courses, c'est un global. Finalement, ce que ressent tout le monde. Voilà, c'est ça. Et du coup, tout ça peut générer et déclencher du coup un fameux cancer, quoi. Tout simplement. On peut le dire officiellement, tu as eu le cancer à l'âge de 22 ans. Voilà, c'est ça, ouais. Entre 22 et 23, grosso modo. Et du coup, pour continuer la petite histoire, au bout de 2 ans, je fais un scanner parce que je faisais des scanners tous les 3 mois, ainsi de suite. Et après, j'ai été poussé à 1 an. Et au fait, arrivé à 2 ans, j'arrive pile poil où je devais faire un scanner. Donc, je fais un scanner et tout ça, je retourne à l'hôpital et là, il s'avère que je fais une rechute. Donc, une récidive. Voilà. 2, ils l'ont analysé, donc il vient bien du testicule d'il y a 2 ans. Ils ont su dire que ça venait du testicule. En fait, quand ils ont enlevé, la texture d'une tumeur, ça fait comme un morceau de caoutchouc, mais qui colle. Donc je pense que quand ils ont remonté le testicule, il y a une partie qui s'est échappée. Enfin, quand une partie tumereuse qui s'est échappée, du coup, qui a été placée au niveau de l'abdomen. Et j'ai su que j'ai fait une rechute. J'ai su encore. Le corps m'a parlé, en fin de compte. Parce que j'ai attrapé une douleur. Enfin, j'ai attrapé une sorte de sensation bizarre. Et du coup, avec le scanner, ils ont témoigné. Ils ont dit, c'est une récidive du cancer de votre testicule au départ. Ah, mais je fais le parallèle du coup, parce que moi, pour le coup, je savais pas que les testicules pouvaient remonter. Tu m'en apprends une bonne pour le coup. Mais si je comprends bien, la première fois du coup que tu es parti voir le médecin pour lui parler du fait que tu avais une douleur aux côtes, c'était peut-être la testicule qui aurait remonté, tu penses? Non, je pense que ça, j'ai dû l'avoir bien avant. Où est-ce que ça s'est déclenché quand tu as eu le problème de la côte dont tu nous parlais? Non, la côte, j'ai dû faire un mauvais geste au travail. La côte, c'était vraiment réel. Mais du coup, comme j'étais sur place pour témoigner... T'en as profité. Voilà, j'en ai profité. D'accord, très bien. Mais du coup, j'ai fait cette récidive et elle était mal placée parce qu'elle était pas loin des artères. Et là, mais moi, inconsciemment, je me suis dit, ils peuvent pas l'opérer, ça. Je me suis dit, c'est trop délicat. Le chirurgien lui-même, il a dit, impossible. Donc, à Amiens, ils m'ont dit, on va faire de la chimio. Et là, je me suis dit, mon Dieu, le calvaire. Parce que forcément, chimio, j'en ai entendu parler comme tout le monde. Traitement nucléaire, machin, ça te brûle le corps, pataquès, tu vomis. Et c'est tout. Donc, chimio, 21 jours de traitement, 7 jours de traitement, 15 jours de repos. 7 jours de traitement, 15 jours de repos. Voilà, c'était un cycle il fallait faire 4 cycles. Voilà. Comment on vit une chimio? Le début, ça va. Parce que le traitement est pas encore... le corps s'est pas encore habitué au traitement. Et après, ça devient compliqué. Parce que le corps change, le corps se bat, les défenses immunitaires se battent, on le sent. Et ça te puise de l'énergie? Ah oui, ça puise à mort. On sent que le corps, il donne tout ce qu'il peut. Parce qu'il sent qu'il y a un corps étranger hyper puissant qui vient, en gros, se battre contre lui, quoi. Et comme la chimio, ce qui est l'avantage qu'elle a, c'est que, et c'est grâce à ça qu'elle sauve en fin de compte, c'est qu'elle attaque tout de suite, dès qu'elle est rentrée dans le corps, elle attaque tout de suite
la cellule cancérigène. Elle arrive à la repérer, tu À veux la dire. repérer tout de suite. Incroyable. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'elle attaque aussi les bonnes. Elle attaque les bonnes aussi. En fait, elle foudroie tout. C'est que moi, je le déclare comme un séisme. C'est-à-dire, le séisme, il arrive tout doucement et après, il avale tout sur son passage. Et la chimio, c'est ça. Cette analogie dont tu parles, est-ce que tu l'as vu, tu l'as un peu ressenti quand même émotionnellement ou même ton corps, est-ce que dans la Alors, manière dont tu as ressenti la chose, c'était comme ça? La première chimio, non. La première chimio, je l'ai bien vécu, je le sentais pas. Je savais que j'avais le produit parce que ça te surchauffe un peu. T'es un peu plus collant, t'es un peu anxieux, t'es un peu angoissé. J'ai eu beaucoup d'angoisse, du mal à dormir, très peu, plutôt des micro-siestes que des longues nuits. Et j'avais fort chaud, très 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 chaud. Ouais. Donc je savais que ça agissait dedans. Mais niveau effets secondaires et tout ça, ça allait. J'arrivais à quand même contrôler avec les médicaments qu'ils me donnaient, les antinauséeux et tout ça, j'arrive à contrôler tout ça. Et donc du coup, j'ai été... L'avantage qu'il y avait à Amiens, et ça je peux les féliciter là-dessus, c'est que ils sont très proches des patients. C'est-à-dire que moi, les infirmières, je les voyais régulièrement. Ouais, monsieur Rodriguez, ça va, machin. Je me baladais dans le couloir et tout ça. Il y avait un parce côté que, humain peut-être. voilà, c'est ça, un côté Qui te plus faisait humain. oublier l'endroit Ouais, dans lequel tu étais. Voilà, c'est ça, un côté plus humain que j'ai pas eu à la fin. Je raconterai après que j'ai pas eu à la fin. Et donc j'ai réussi à aller jusqu'au bout de mes 4 cures. En fin de compte, ce qui a été compliqué à Amiens, c'est pour ça que tout à l'heure tu me parlais de ma fille. C'est que pendant 3 mois, j'ai pas vu ma fille. Concrètement, je la voyais que T'es par resté là-bas téléphone. pendant 3 mois. Bah, je faisais tellement d'allers-retours que moi, le peu que je revenais chez moi, Ah. je pouvais pas en profiter. J'étais un légume, j'étais épuisé total. Quel était le rythme avec lequel tu travaillais? C'est-à-dire que déjà tu bossais pas à ce moment-là, on est Ah non, d'accord. on pouvait T'étais en pas. arrêt. Non, non. Il y en a qui arrivent, mais moi, je pouvais pas. À cette époque-là, j'étais dans le monde agricole, Oui. donc impossible. Impossible, j'aurais pas tenu le coup, trop physique. Mon T'as fait corps, beaucoup entre parenthèses, t'as fait beaucoup de monde hein, finalement, entre agricole, un peu de radio. one man. moi, niveau professionnel, j'ai Ouais. fait beaucoup de choses. Ouais. J'ai fait restauration, j'ai été dans la vente, dans l'agricole et après dans le transport, globalement. Voilà. Donc j'ai fait pas mal de choses. Mais là, du coup, à cette période-là, j'étais dans l'agricole, donc impossible. Donc, j'étais comme en arrêt maladie. Et en fin de compte, quand je faisais mes 7 jours de cure, après, j'avais 15 jours à la maison. Mais la première semaine, j'étais un zombie. J'arrivais pas à tenir quasiment debout. J'étais tout le temps allongé. Je voulais tout le temps dormir parce que le corps, pendant 7 jours, non-stop, il a morflé. Hein. Peut-être Paf, paf, paf. Est-ce que tu as peut-être eu cette sensation de vouloir dormir et une fois C'est réveillé, de ne en pas fait, avoir... le corps, il te parle, il te pousse, en fait. Enfin, je veux dire, quand tu te reposais, quand tu te réveillais, tu te sentais toujours aussi T'étais autant fatigué. fatigué, ouais. C'est terrible ça. Ouais. Ah ouais. Et donc, en fin de compte, tu te disais, putain, mais tu rentres 15 jours pour souffler, mais la première semaine, en fait, tu souffles pas. Ouais. En fait, tu subis. En fait, à l'hôpital, tu t'en rends pas compte parce que tu as l'environnement, tu as le traitement, tous les jours, tu as quelqu'un. Mais quand tu arrives chez toi, que tu te sens obligé d'être allongé dans ton lit pendant 7 jours et que tu es censé souffler, et en fin de compte, tu souffles pas. Est-ce que tu veux dire que c'est pire? Ah ouais, c'est pire. Donc c'est pire de rester chez soi alors que t'es affaibli. Ah ouais, ouais. T'étais seul à ce moment-là ou pas? Non, j'étais avec mon D'accord. ex-compagne, mais elle s'occupait de la petite et puis après, elle allait travailler tout ça. Bien sûr. Et moi, je me forçais parce qu'à cette époque-là, forcément, quand j'étais tout seul avec la petite, j'avais pas le choix de prendre sur moi. Donc des fois, je m'occupais de la petite, j'étais à moitié debout, je faisais le ménage, j'étais à moitié debout. J'ai beaucoup forcé. Mais à cette période-là, je l'encaissais plutôt bien. Puis après, quand tu fais une QR, 2 QR, tu arrives à la 3e, tu t'habitues. Tu sais comment dire, utiliser le peu d'énergie que tu as, voilà, correctement. Tu sais comment faire. Au début, tu sais pas parce que c'est tout nouveau. Mais après, tu sais comment faire. Et un truc qui m'étonne, c'est que moi, j'avais beaucoup envie de te poser cette question. Ouais. C'était en fait quand tu étais à l'hôpital et que Ouais. tu t'apprêtais à rentrer chez toi. Ouais. J'imagine que tu devais être heureux de pouvoir un peu Parce que pendant 7 jours, tu restes bloqué à l'hôpital, dans ta chambre, tu es allongé, tu es complètement épuisé. Ouais. Tu vois des infirmiers, des infirmières tous les jours. On te soigne, on t'injecte peut-être des produits. Tu manges peut-être avec une sonde, je sais pas. Je mangerais... non, j'avais pas besoin de sonde parce que je mangeais plus ou moins bien, mais tu manges très peu. Très peu. Et donc moi, la question que je voulais te poser, c'est qu'en revenant chez toi, peut-être Ouais. que
voilà, tu revois ton ex-copine, tu revois ta fille, peut-être que tu sembles être heureux, mais finalement... Le seul bien que j'avais au départ, c'est de me dire ah ça y est, je quitte cette chambre. L'odeur de l'hôpital, le côté prisonnier en fin de compte. Hein, ouais, c'est un peu ça, prisonnier. Et moi, le côté, c'est que chez moi, le plaisir de rien que de quitter l'hôpital, aller avec le chauffeur, le vaisselle, sentir l'air, parce que pendant 7 jours, tu vois ni le jour ni l'air. Tu pouvais pas sortir de ta chambre? J'étais trop épuisé. T'es trop épuisé pour faire le peu d'effort. Et est-ce que tu faisais... Parce que autant t'es fatigué, c'est un fait, mais est-ce que t'arrivais à dormir? Ou est-ce que des fois t'avais du mal? Dormir, non, parce que les infirmières ils venaient au moins 3-4 fois dans la nuit de faire des contrôles. Parce que t'avais besoin d'être réveillé durant ces contrôles, j'imagine. Ah ouais. Ah oui, sûr. oui. Bah oui, parce qu'avec le traitement qu'ils t'infligent, il faut avoir un contrôle très, très strict. D'accord. Donc, après, j'ai eu des péripéties là-bas, mais sinon, pour finir, du coup, ces 4 cures-là, ensuite, au bout des 4 cures, on arrive en octobre 2024. On me fait un scanner. Dernier scanner, après les cures. Hein. Dernier scanner, et on me dit, bon, bah voilà, la tumeur n'est plus présente. La chimio a bien marché, bon, bah je dis nickel, donc tu souffles. Tu dis, bon, bah voilà, tu t'es donné du mal à faire tout ça, c'est pas pour rien. Voilà. Donc là, t'es heureux. Là, bah oui, là, t'es content. Les proches aussi, soulagement total. Ah ouais. T'es content, tu te dis, bon, bah voilà, encore un peu une méfiant fois. ou pas, quand même? Hein? Est-ce que tu restes quand même un peu méfiant ou pas? À ce moment-là, où t'es vraiment pris par l'euphorie, t'es tellement heureux que... Bah non, je pouvais pas être méfiant parce qu'on m'avait dit, la logique des choses, c'est qu'on rechute au moins une fois. Donc je me suis dit, bon bah c'est, je suis dedans. Voilà, j'ai rechuté au moins une fois. Donc c'est tout. Et on me dit, bon bah on va recommencer, on va faire des contrôles tous les 3 mois. Donc on arrive, voilà, je repars chez moi et tout ça. Aléa de la vie, encore un fracassement dans ma vie. Fin d'année 2024, je me sépare de mon ex-compagne avec ma fille, avec qui on a eu ma fille. Donc, ça n'a pas été douloureux, la séparation amoureuse, mais c'était douloureux pour moi de me séparer de ma fille. Parce que quand tu es habitué, tu as grandi dans une famille où tu as tes 2 parents, et qu'on t'a inculqué le fait que, voilà, tu es en couple, tu débutes ta vie jusqu'à ta mort. Et là que, en fait, il t'arrive ça, qu'on t'expulse comme un ingrat parce que, bah voilà, t'as été... on me l'a fait comprendre, hein, comme ça, hein, que j'ai été malade. Donc, vivre avec un malade, c'est très dur. Mais j'ai été expulsé comme un malpropre. Puis, bah, ils se sont pas cachés de le dire. Hein. Quand j'étais à l'hôpital, pour eux, c'est comme si j'étais en vacances. Hein. Concrètement, hein. Et pourtant j'avais plus de cheveux, j'avais plus rien, j'étais sur un lit d'hôpital, ils y croyaient pas. Donc déjà là, ça a commencé déjà un peu à tanguer. Donc fin d'année, 24 décembre, faut le dire, hein, 24 décembre 2024, on se sépare. Donc moi je repars chez ma sœur et tout ça. Et quelques jours après, début janvier, je faisais mon premier scanner. Ouais, je faisais mon premier scanner 2025, premier scanner. Et bon, c'est tout. Donc, l'oncologue, elle m'appelle peut-être quelques jours après. Et elle m'appelle à 18h30. T'en souviens encore? Ouais. Et ah ouais, je m'en souviens. Ah ouais, je m'en souviendrai toujours. Et j'étais avec ma sœur, on était au supermarché. Et j'ai 18h. Je vois l'oncologue, CHU. Et j'ai 18h30, c'est pas normal. Donc, direct, tu sens qu'il y a un problème. Ah ouais. Et je dis 18h30, c'est pas normal parce que, en temps normal, les oncologues, enfin, les docteurs, jusqu'à maxi 17h, ils consultent. Ils consultent soit des patients, soit ils étudient leur dossier, machin, tout ça. Mais au-delà de 17h, il n'y a plus rien. Là, j'ai 18h30. Donc, je réponds. Oui, bonjour, monsieur Rodriguez, l'oncologue, machin, CHU. Je vous appelle parce que je la sentais déjà dans sa voix qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ça doit être terrible quand même dans ce genre de métier de devoir annoncer. Peut-être qu'on recevra des personnes qui pratiquent ce métier. D'ailleurs, on vous embrasse, tout le personnel médical qui font un travail formidable. Merci d'être là. Mais ça doit pas être évident quand même d'annoncer à quelqu'un. Bah, c'est-à-dire que c'est pas des surhumains. Et c'est-à-dire que personne ne l'est finalement. Voilà, ils peuvent pas toujours, tout ne peut pas être toujours tout beau tout rose. Et du coup, moi je le savais quand elle m'a appelé, c'était pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Donc elle me dit, écoutez, votre cancer il est là.
Alors j'ai dit, attendez, j'ai dit, mon cancer il est là. J'ai dit, en octobre 2024, vous m'annoncez que le cancer n'était plus existant sur les images, quand même avec le scanner, et là vous me dites qu'ils sont là. Elle me dit oui, elle me dit, il y a un problème, elle dit, moi non plus je comprends pas, elle dit, faut venir me voir demain en consultation, de toute façon elle dit, j'ai une consultation avec vous en temps normal, donc elle dit, je vous en parlerai un peu plus. Bon, alors j'ai dit à ma soeur me dit, l'angoisse. ma soeur à côté, c'est pareil. Moi, j'étais au téléphone, elle n'entendait pas. Elle me dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bah, écoute, j'ai apparemment le cancer, il est encore là. Alors, elle, pareil, détenue. Elle savait plus, donc elle, ça l'a angoissée direct. Est-ce que il s'est passé quelque chose d'émotionnel? Parce qu'au-delà, depuis tout à l'heure, on parle sur le fait que oui, ça t'a fait mal, etc. Mais est-ce qu'il y a eu des pleurs? Est-ce qu'il y a eu une réaction Moi, forte? y a pas. Ma soeur, oui, elle a pleuré. Moi, j'ai pas eu de pleurs. Moi, je suis resté, quand elle me l'a annoncé, j'ai fait comme un point sur arrêt. J'étais comme ça. Puis je me suis dit, bon, j'ai pas eu de réaction en fait. Je me suis dit, c'est bizarre. J'ai Tellement bon, choqué que ouais, finalement... tu réagis pas. C'est incroyable ça. Ouais, tu réagis pas. Blackout. Voilà, ouais, c'est ça. Tu te mets sur pause en fait. Et le lendemain, du coup, je vais à la consultation. Hop, elle me reçoit. Puis là, je la vois. Elle me dit, bah écoutez, elle dit, j'ai ressorti tous les documents, j'ai tout ressorti. En fin de compte, il y a eu un mauvais diagnostic. Erreur médicale. Erreur médicale Oh. sur votre scanner. Wow. En fait, il y a un interne, elle me le dit complètement. Il y avait même le nom. Elle m'a sorti la feuille, le compte rendu avec le nom de l'interne qui a fait l'erreur. Elle me dit, voilà, c'est un tel qui a fait l'erreur. Elle me dit, il a mal diagnostiqué le scanner et sa hiérarchie au-dessus ne l'a pas vérifié. Mais comment c'est possible ce genre de choses? C'est hyper grave. Il y a tellement, en fait, ils ont tellement de travail à cette période, ils étaient tellement en manque de personnel, on venait d'une vague avant du Covid qui flirtait encore un peu. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, moi aujourd'hui quand on me l'explique, Mais le problème c'est que les conséquences elles sont tellement grandes, vous imaginez qu'avec ça, si jamais par exemple ils s'en seraient pas rendu compte, parce que je sais pas par quel miracle ils ont fini par se rendre compte qu'il y avait une récidive quelque part, ou qu'il y a eu une erreur dans ton diagnostic, mais la conséquence, elle aurait pu être grave, c'est qu'en fait, ça aurait pu davantage prendre de l'ampleur et qui sait redéclencher quelque chose de... Bah, c'est-à-dire que là, par malheur, ça s'est pas propagé, parce que la tumeur, en fin de compte, elle n'a fait que grossir, elle a toujours été là, depuis la première, depuis la seconde, ouais, la récidive d'avant. Et le problème qu'il y a, c'est que, bah, en fait, on lui a laissé du champ libre pendant 3 mois, hop, elle s'est nourrie, quoi. Voilà. À cause de cette erreur-là, qu'on aurait pu gagner ces 3 mois. Comment tu te sens quand tu apprends que c'est une erreur humaine? Bah, sur le coup, t'as une sensation de vengeance. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais. Alors, il y a de la haine, mais il y a vraiment le fait de se venger, c'est-à-dire que tu le croises, il y a moyen que... Bah ouais, parce que, en fin de compte, l'oncologue te pousse à faire ça. Et moi, quand je suis arrivé, elle m'a dit, voilà, je vous ai sorti tout votre dossier. Maintenant, vous faites telle tout ce que vous personne. voulez. Voilà, Ah, parce que c'est vrai que tu peux porter plainte ou ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Alors moi, j'ai envie de savoir, et je pense que tout le monde a envie de savoir, qu'est-ce que Alex décide de faire? Bah, ma soeur voulait. Parce que ma soeur, quand j'ai récupéré tout le dossier et puis que j'ai expliqué le cas, ma soeur a dit, il faut aller porter plainte, ça peut aller loin, machin, ils ont joué avec ta vie et tout ça. Et moi, je lui dis, écoute, je suis d'accord avec toi, ils ont joué avec ma vie. Par chance, ça s'est pas métastasé ailleurs. Je dis, là, il n'y a plus de temps à perdre. Moi, j'ai pas le temps d'aller faire les tribunaux, les machins, ceci, cela. Je dis, l'oncologue, à ce moment-là, quand j'étais avec elle en consultation, elle me dit, écoutez, ça prouve une nouvelle fois que la chimio qu'on vous a donnée, les 4 cures qu'on vous a données à mien, n'ont pas fonctionné. La tumeur, parce que la tumeur peut s'habituer à certaines chimios, et au lieu que la chimio vienne la dégrader, en fait, à son accapare, en fait. Donc la chimio, elle ne sert à rien. Donc là, moi, c'est ce qui m'est arrivé. La chimio n'a pas eu assez d'impact sur la tumeur. Qu'est-ce qui s'est passé après pour toi? Elle a pris les devants, elle a pris contact directement avec un institut qui a de l'ampleur, qui est à Villejuif, dans le 94 à Paris, donc qui est Gustave Roussy, qui sont quand même 3e en Europe et 3 ou 4e mondial. Donc ils ont quand même de l'ampleur. Et puis du coup, bah, ils ont passé la main parce qu'à Amiens, en fin de compte, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Ils ne pouvaient pas faire plus. Donc du coup, début janvier 2025, enfin... Ouais, début ou mi, je sais plus. T'es transféré là-bas. Voilà, j'ai été là-bas, première consultation. Et j'ai senti tout de suite qu'il parlait français. C'était clair, net, elle m'a expliqué le protocole, qu'on allait refaire de la chimio, que ça allait être une chimio
bien plus corsée, plus forte, parce qu'il fallait rattraper ces 3 mois de perdu, où la chimio a pris de l'ampleur. Et du coup, un peu le même principe qu'un mien, hein, c'est 4 cures, 21 jours de traitement, 7 jours de traitement, 15 jours à la maison. Voilà. Donc, mais ça a été très dur, très très dur. Franchement, très costaud, nausées, vomissements, angoisse, diarrhée, constipation, perte du goût. À ce point-là Ah ouais. Franchement, j'ai eu la totale. Et je me faisais caca dessus, je me faisais pipi dessus. Ah ouais, j'imagine que ça devait être humiliant. Ouais. La totale. En fait, tu n'es plus maître de ton corps. C'est la chimio qui maîtrise. En fait, tu ne fais plus qu'un avec lui. Ouais, tu deviens dépendant en fin de compte de ton traitement. Donc ça a été très dur. Bon, au début, j'ai voulu faire le Cador. Hein. Première cure, j'ai voulu y aller tout seul parce que je pensais que j'allais retrouver ce côté familial et simple de vécu que j'ai eu à Amiens. Mais en fin de compte, c'est pas le cas. Pas du tout le cas. La première cure que j'ai fait à Villejuif, ça a été un calvaire. J'ai fait des crises d'angoisse que j'en ai jamais fait de ma vie. J'ai pas su le contrôler. Concrètement, l'infirmière elle a même dû m'emmener dans le hall d'entrée, marcher, respirer, extérioriser. Ma soeur impuissante au téléphone. Calme-toi, ça va aller, machin, souffle, respire, machin. Mais impossible, donc je l'ai vécu très très mal. Et c'est là où j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi en fait les autres patients sont tous accompagnés? Ben, je le sais pourquoi maintenant. Parce que c'est très dur à vivre. Donc les 3 prochaines cures, je les ai fait avec ma sœur. Ma sœur m'a accompagné, ça a été très très dur, aussi bien pour moi que pour elle, parce qu'elle, il fallait qu'elle contienne ses émotions, il faut qu'elle contienne tout, il fallait qu'elle fasse la forte vis-à-vis de moi. Oui, pour pas t'influencer. Voilà, mais ça veut dire que même le fait que ta sœur vienne vivre avec toi, en quelque sorte, pour te soutenir, ça n'a pas suffi, parce que, enfin, ça t'a permis d'aller mieux évidemment, mais ça n'a pas suffi pour que tu sois vraiment épanoui, parce que du coup... Ah bah non, parce qu'elle ne pouvait pas aller contre les effets secondaires du traitement. Évidemment, ouais. Voilà, elle pouvait rien faire, concrètement. Mais sa présence t'a quand même permis est-ce que ça allait mieux ? De relativiser, et puis quand j'avais, à cause du traitement, j'avais des côtés sombres, très Les idées noires, tu veux dire ? Ouais, très sombres et compliqués que j'ai eu, elle était là pour me relativiser et me dire, bon, je suis là. Parce que t'as eu tellement de douleur, c'était tellement dur pour toi, Mm. que t'arrives à un stade où vraiment c'était... Ah, je voulais arrêter. Je voulais arrêter complètement le traitement. Dès la première cure, je voulais arrêter le traitement. Tellement je sentais que ça allait être très dur. Que là, ils m'ont dit que ça allait être lourd. C'était le cas. Ça veut dire que de Villejuif à Amiens, Ouais. il y a un traitement qui est plus fort, plus conséquent, mais peut-être aussi plus efficace, peut-être. Ah oui. Qu'est-ce que le professeur t'a dit, par exemple ? Moi, le professeur, lui, il m'a parlé. Moi, quand je l'ai vu, lui, il m'a parlé français. Il m'a dit, écoutez, ça va être simple. Vous allez faire vos traitements. Voilà, vos traitements. Il dit, il y a une possibilité de faire une chirurgie. À la fin de vos traitements, on va regarder, mais il y a une possibilité de faire une chirurgie s'il faut retirer dernière masse ou s'il reste un résidu de la tumeur. Mais il dit, vous verrez, déjà le traitement va fortement agir. Et après, on se reverra pour retextualiser ce qu'on peut faire et tout ça. Et en fin de compte, il m'a parlé français. Tout ce qu'il m'a dit, ça s'est passé. Parce que à la fin de mes dernières cures qui ont été très dures, on en avait ras-le-bol, hein, compter les jours, compter les heures, on n'en pouvait plus. À la fin de la cure, donc je suis parti faire mes 15 jours de repos à la maison et j'ai fait mon scanner. Le scanner leur est revenu et c'est là j'ai été les revoir après une consultation et que là, le professeur qui était présent, il me dit écoutez, il n'y aura pas de chirurgie, la chimio a fonctionné. Alors je lui dis oui, a fonctionné. Il me dit oui, il y a plus rien, la chimio est éteinte. Il dirait juste un voile, mais c'est rien d'alarmant, on va contrôler, mais il dit on va pas vous ouvrir l'estomac pour venir vous retirer un petit voile de rien du tout. Alors là, soulagé. J'ai putain, mais j'ai enfin, on s'est donné du mal, ça a été très dur parce que moi j'ai remonté depuis 2022, hein, j'ai dit putain, depuis 2022, c'est un calvaire, à chaque fois il y a quelque chose qui revient, j'ai dit là ça y est, on l'a radié. Et là j'ai senti que là, moi je les ai remerciés, parce que je me suis dit, il y avait plus que, c'était la dernière chance de pouvoir résoudre ce foutu problème. Pour aujourd'hui, maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai des séquelles, hein. Ça, il faut pas se leurrer. Moi, quand j'ai été faire mon premier contrôle en rémission, ils m'ont dit, vous serez plus le même.
votre corps a trop morflé. Déjà, il faut compter 1 an et demi pour que le traitement s'évacue du corps. Parce que la chimio, c'est un traitement qui est tellement épais, tellement costaud, qui tient au corps, que du coup, il dit il faut compter 1 an et demi. Donc, j'ai une fatigue constante. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Très fatigué, que je dorme ou que je dorme pas bien, j'ai toujours une fatigue assez constante. J'ai des sifflements, des ultrasons dans les acouphènes, comme des sensations d'ultrasons qui me resteront plus ou Des moins... acouphènes dans les oreilles? Ouais. En permanence? En permanence, ouais. Tu peux essayer de nous dire un petit peu ce que ça fait? C'est des sifflements aigus plutôt? C'est comme des ultrasons pour les chiens. Les chiens et les chats qui entendent, c'est... C'est vraiment des ultrasons légers, en fait. Quand tu vas te coucher, par exemple, est-ce que ça peut te perturber? Ça s'accentue seulement quand je fais un effort. Un effort assez conséquent, par exemple, que je vais courir, ça va s'accentuer. Par contre, quand le corps est comment dire, tranquille, comme là où je suis assis, je l'entends, mais il s'accentue pas. Je l'entends vraiment léger. Quand je dors, je l'entends, mais je me suis habitué, donc il m'empêche pas de dormir. T'as vérifié ta tension? Est-ce que t'as une bonne tension ou pas? Ah ouais, j'ai une très bonne tension. Parce que j'ai l'impression que ça joue avec le sang, tu sais. En fait, la chimio a esquinté mes textures auditives. On a des textures auditives dans l'oreille. Et du coup, la chimio est mieux esquinter ces textures. Donc, du coup, c'est soit ça revient dans quelques années, ou soit je l'ai à vie. Là, pour eux, ils estiment que je l'aurai à vie. Tu le vis comment? Comment tu... Bah, au début, c'est chiant, mais après, on s'habitue. En fait, on s'habitue à Voilà. tout si on peut... Ouais, on s'habitue et puis on relativise. On se dit, bah ouais, la chimio, elle t'a peut-être mis ça, mais t'es vivant. Mais est-ce qu'on s'habitue à la solitude? Parce que pendant une bonne période, du coup, tu le disais, t'étais seul. Ouais. Tu t'y es habitué ou pas? Parce qu'on dit qu'on s'habitue de tout, mais ça... Bah déjà en temps normal, moi quand j'étais chez mes parents et tout ça, j'étais toujours habitué à avoir des moments où j'aimais bien ma solitude. Donc oui, on s'habitue. On s'habitue quoi qu'il arrive, on est obligé de s'habituer. Après, voilà, il y a d'autres qui finissent avec des plus grosses séquelles que moi. Moi j'ai l'audition, du coup les acouphènes, j'ai perdu un peu d'audition aussi. Après, j'ai aussi les sensations au niveau de la peau qui se sont fragilisées. Par exemple, encore dernièrement, je prends ma douche et bah après, je peux passer une demi-heure ou 1 heure à me gratter. Je sens que ça me pique partout. Tu te douches beaucoup à l'eau chaude ou pas? Ouais. Eau très chaude? Non, normal, on va dire. L'eau très chaude aussi, elle peut créer des démangeaisons sur la peau. Je te dis parce que moi, c'est mon cas. Moi, je me douche à l'eau très chaude pour le coup. Avant les traitements, je me douchais avec de l'eau bouillante. Jamais. Aucune sensation. Rien. Maintenant, puis la chimio, je le dis souvent à ma compagne, je lui dis, je vais dans le lit après la douche, je suis là. Toujours à me frotter. Je sens que ça me pique. Au départ, c'était sensation de brûlure. Maintenant, c'est des picotements. Mais bon, après, ça fait partie. Voilà. Parmi aussi les résultats de cette chimio, les conséquences, j'ai envie de dire, il y a aussi les cheveux. Ouais. Comment t'as vécu déjà la perte de tes cheveux? La première fois, Amiens, je l'ai mal vécu. Parce que la chimio, même si elle était moins forte, mais elle était quand même présente. En fait, la chimio, on appelle ça, nous chez les malades, on appelle ça la maladie de la chevelure. C'est-à-dire qu'en fait, la chimio vient attaquer la texture au niveau de la chevelure et les bulbes. Ouais. Les bulbes deviennent rouges, ils brûlent, les bulbes brûlent. Donc du coup, ça crée des plaques au niveau du crâne et en fait, le cheveu tire vers le bas et donc ça crée une douleur de brûlure, de mal-être. J'ai même eu une migraine, tellement j'avais mal. Et c'est au moment où ma soeur m'a amené chez le coiffeur qu'on m'a enlevé la première tonte. Vraiment la première tonte, il me restait 1 millimètre, mais encore. Mais on m'a enlevé la plus grosse épaisseur que là, ça a été le soulagement tout de suite. Ça veut dire que le fait que tu n'aies plus de cheveux sur... Ça soulage. Ça soulage. Ouais. Parce que les récepteurs sont tellement puissants. C'était trop lourd en fin de compte. Donc en fait, on peut dire qu'avec la chimio, tu avais une hypersensibilité générale du corps finalement. Bah en fait, j'avais l'hypersensibilité au niveau des bouts de doigts, au niveau des pieds. Après, j'avais aussi, il y avait une poche de chimio où on me mettait de... Une poche de chimio, c'est-à-dire une poche de chimio qu'on me mettait, qu'on me mettait dans le cathéter, qu'on me dosait. En fait, il y avait de... Ah, de l'azote? L'azote, ouais, voilà, c'est ça. De l'azote, et l'azote avait, avec la chimio, avait un effet qu'en fin de compte, j'avais des coups de jus dans les muscles.
Vraiment comme si tu mets ton doigt à une prise et paf, paf, ça te mettait des coups de jus. Niveau de la douleur, on est sur combien sur un disque? On va dire qu'on était à 7 ou 8, mais c'était constant. C'était fréquent. D'accord. Voilà, c'est une fréquence régulière. Et ça, c'était à cause de ça. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui ont fait que c'était très dur à vivre. Et finalement, Mm. parmi les moments terribles Ouais, que tu as dû surmonter, ouais. t'es quelqu'un qui relativise beaucoup, qui se plaint pas trop aussi sur ton Ah sort. bah non, moi je le prenais avec humour. Donc Au départ. Après, départ. oui, t'as moins rigolé, effectivement, comme quand tu je suis arrivé disais, à Villejuif, quand t'es arrivé à Villejuif, parce que ouais, c'était ouais, assez balèze. Ouais. Mais malgré tout, parle-nous un petit peu des moments positifs qui sont arrivés. Bah les moments positifs, bah du coup j'ai dans ce problème-là, dans cette période très compliquée, j'ai l'amour qui est arrivé, qui est venu frapper à ma porte comme un ange qui est descendu du ciel et qui m'a vu, qui m'a pris dans mon état, qui m'a pris. En fin de compte, on était deux. Il fallait qu'elle me prenne moi et la maladie. Donc en fait, à l'arrivée, bonjour Alexis, bonjour cancer, voilà. Donc concrètement. C'est une Donc, métaphore assez ça, mais c'est caricaturale, mais c'est un peu ça finalement, Voilà. effectivement. C'est un peu ça. Donc Donc t'es tombé sur quelqu'un qui a accepté ta maladie, qui ouais. te soutient, et Voilà. c'est très rare. Et du coup, elle a accepté, elle m'a vu dans tous les états, que ce soit les angoisses, les pleurs. Il y a des fois, elle m'a appelé, je lui disais non, je veux pas te répondre. Je lui disais non. Pas parce que je voulais pas lui parler, Parce que ça n'allait pas. j'étais pas bien. Ah ouais, j'avais même pas la force de décrocher un téléphone. Donc, elle m'a vu dans tout ça, puis elle le dit encore aujourd'hui, elle me dit, si je t'ai pris, je t'ai pris comme t'étais. Que ça soit avant, maintenant et après. Donc l'entourage finalement. Pour la guérison, c'est important. Ma sœur Sandra qui a fait un travail hors norme parce que au jour d'aujourd'hui elle a même mis un peu son état de santé à rude épreuve en fin de compte, parce qu'avec tout le cumul d'avoir supporté ce qui m'est arrivé, quelques mois après elle a eu des pics de tension, elle a des problèmes de tension, elle a Tension fait trop élevée, trop basse. monter et descendre. Ok. Donc très très dur à réguler. Avec un cachet, c'est très très dur à réguler. Elle a même eu, pendant ma convalescence, elle a même eu un pic de tension qui est monté à 20 et qui est redescendu à 7. Le lendemain, je l'ai emmené aux urgences moi-même. Et en fin de compte, elle a eu comme un symptôme d'infarctus. Waouh. Donc, et ça, c'est le cumul en fait de tout. Oh là là. Donc, elle a quand même donné... Ça a été ton pilier. Voilà, ça a été mon pilier, et puis elle a donné quand même sa vie, mine de rien. Et après, mes parents, je sais que ma mère, bon, elle n'aurait pas pu venir avec nous. Elle n'aurait pas supporté. Mais si ma soeur n'aurait pas été là, ma mère serait venue. Elle se serait rendue malade, mais elle serait venue. Donc voilà, il y a ma famille, ma compagne actuelle qui est arrivée comme un ange gardien, côté amour. Et après, mon pote Aurel aussi, mon meilleur ami, qui lui qui l'a pris à cœur, comme si c'était lui qui était malade. Il m'a appelé tous les jours, il me disait bon alors aujourd'hui comment ça va? Bon, puis le traitement alors qu'est-ce qu'ils font? Ça avance, ça va, tu supportes bien, machin, t'as besoin de quelque chose, enfin voilà. De toute façon, moi, le professeur il m'a dit il n'y a pas de secret. C'est pour vaincre la maladie, il y a 50%, il faut bien être entouré de positivité, et 50% c'est le traitement. Et ça, les deux, ça fait 100%. Voilà. S'il n'y a pas ça, on n'y arrive pas. Finalement, il a pas tort, c'est peut-être une bonne manière de raisonner. Voilà, ouais. Donc toi, t'as eu l'entourage alors. Ouais, l'entourage. Et c'est ce qui est recommandé à tout malade, hein, Bien sûr. concrètement. J'essaie de chercher quelque chose. Ça te dit quelque chose cette photo? Oh ouais. Cette photo-là. Putain. Cette photo-là, ouais, c'est toi et moi, mon pote. Oh ouais. Ça te fait quoi de revoir cette photo? Ça fait bizarre. Ouais. Ah, ça me touche, ouais. En vrai. Parce que c'était le début. Ouais, c'était le début. Ouais, c'est chaud. Mais ouais, c'était le début. Le début, peut-être ma deuxième cure. Parce que ma soeur, elle était là. Ouais. C'était la ville juive, ça. Parce qu'en fait, quand t'es parti, t'as les yeux un peu. ouais. Oh, Je suis désolé, mon vieux. Oh putain, l'enfoiré, mais merde. J'avais dit, je vais pas brère, mais là, je vais brère, putain. Mais ouais. Brère, ça veut dire pleurer, c'est ça? Pleurer, ouais, en en langage picard. en picard. Je vais pleurer. Mais ouais, c'est très très dur. C'est une période
Bah, à Villejuif, en fait, t'étais pas très loin de chez moi, t'étais à Ouais. 100 km, donc c'est C'est pour ça. ça qu'effectivement, on vous l'a dit tout à l'heure, on s'est rencontrés via une émission et en fait, ce qui est dingue, c'est aussi un peu comme ça qu'on en est arrivé à là, parce que ce serait bien aussi qu'on parle un peu de notre rencontre Ouais. au-delà de la nocturne. Ouais. On s'est rencontrés parce que cet individu-là, un jour, va comprendre pourquoi. Il m'appelle, il me dit ça va, machin, je lui dis ça va et toi? Il me dit bah moi je te cache pas, ça va pas très bien. Et moi je dis bah écoute, on en parle, qu'est-ce qu'il y a? On se connaît ni d'Adam ni J'ai d'Ève. parlé à cœur ouvert, ouais, sans filtre. Ouais. Et donc moi je le vois un peu, tu vois, l'image que tu as donnée auprès de ta compagne, Ouais. c'est comme un ange gardien qui descend du ciel. Bah moi Ouais. je l'ai vu un peu comme ça. Toi tu viens, tu toques à ma porte en me disant écoute je veux parler. Alors Ouais. qu'on se connaît pas, on se parle pas. Et donc moi avec grand plaisir je t'écoute. Raconte-moi un petit peu. C'est bizarre parce que en fait tu te sens automatiquement tu te sens obligé d'en parler. Parce C'est ce que tu m'as dit il y a 3 jours. ouais. Donc il y a 3 jours on s'appelle, on parle justement de l'émission et il me dit écoute en ce moment je sais pas ce qui m'arrive mais j'ai ce besoin d'en parler. Donc quand Ouais. est-ce qu'on fait cette foutue émission? Je lui dis écoute je termine le studio, Ouais. j'essuie les plâtres Ouais. et je t'invite. C'est vrai Ouais, ou pas? ouais, On l'a fait? j'ai cette sensation d'être obligé d'en parler. Alors pourquoi? Parce que je sens ça fait du bien d'en parler, c'est vrai, même si ça a été un moment critique de ma vie. Mais je sens que ça peut en aider d'autres qui arriveront dans cette période inconnue où ils sauront pas comment s'armer, comment anticiper, comment s'adapter à tout ça. Donc ça pourra peut-être les aider du coup. Parce que moi, je suis arrivé dans l'inconnu et personne m'a dit bon bah le mieux c'est que tu t'anticipes ça, le mieux que tu t'adaptes à ça. Donc voilà, c'est. Puis on est des gens à part, voilà, comme je dis, on est des gens avec un petit truc en plus. Voilà, malheureusement. On aura un dernier message, bien évidemment, à transmettre. Restez bien jusqu'à la fin de cette émission, parce qu'à la fin, il y a vraiment un message, du coup, très important que tu as envie de transmettre aux gens. Donc, on y reviendra. On passe, du coup, maintenant, cette fois-ci, maintenant qu'on a parlé, du coup, de toi. On a parlé un peu de ton enfance, de tes passions, de ton entourage. C'est important aussi d'apprendre à se connaître comme ça. Et moi, c'est, d'une certaine manière, j'apprends aussi à te connaître à travers ce vecteur-là, cette émission. Donc, j'en suis ravi. Et puis aussi, on a parlé de ton histoire, donc le cancer. Donc, aujourd'hui, comment tu vas? Bah aujourd'hui, ça va, avec des séquelles, malheureusement, qui font partie de moi maintenant. Mais sinon, ça va. Ça va, j'ai repris une nouvelle vie. C'est comme je dis, c'est ma seconde vie. Voilà, j'en ai eu une, maintenant c'est une deuxième. Voilà, Maintenant, je la vis pas comme la première. C'est-à-dire que je la vis. C'est intéressant. Ça. Ouais, je la vis. Avant la première, je programmais. Je planifiais les choses. Maintenant, je ne planifie plus rien. Je vis le jour le jour. C'est intéressant. Tu as anticipé une question que je voulais te poser. Est-ce que vous avez un modèle de vie ou est-ce que vous vivez plutôt au jour le jour? On peut plus. Maintenant, on peut plus. Avec ce qui nous est arrivé, la vie nous a fait prendre conscience que on n'a vraiment qu'une vie et que ça tient sur un bout de fil. Voilà. Aujourd'hui, ça va. Demain, t'es plus là. Donc, en gros, grosso modo, c'est comme ça. Tout est éphémère, finalement. Voilà. Donc, c'est pour ça que maintenant, je ne calcule plus rien. Je vis le jour le jour. Avant, je me prenais la tête. Ouais, est-ce que je contrôlais l'argent? Je contrôlais, il faut que je me donne à fond dans mon boulot. Il faut machin. Maintenant, non. Maintenant, c'est. Donc, finalement, ça glisse. Il y a quelque chose de positif à retenir dans cette histoire, dans ce cancer-là, finalement. Ah bah oui. Il y a quelque chose de bien. C'est qu'en fait, il faut prendre la vie comme elle vient. Avant, là, on voulait trop schématiser, mettre notre vie dans une petite case, que tout soit carré, tout soit planifié. Et en fin de compte, c'est pas bon du tout. Pardonne-moi, je veux certainement pas minimiser ce qui t'est arrivé et ce que t'as ressenti, mais aujourd'hui, je me dis que peut-être que t'avais besoin de ça pour avoir cette mentalité-là. Mais moi, je me dis que, en fin de compte, moi, je crois au destin. S'il fallait que je tombe malade, c'est que c'était déjà prévu depuis longtemps. Mais cette mentalité-là que tu as débloquée, elle n'a pas de prix. Et peut-être que tu ne l'aurais pas débloquée autrement. Qui sait? Moi, ou plus tardivement. Moi, tout mon entourage me dit, mais on ne sait pas où tu as trouvé cette force et tout ce courage de prendre cette problématique du bon côté. Parce que moi, certes, il y a des moments, à cause du traitement, j'avais des moments bad et tout ça, mais sinon, 90% du temps... Combatif, sans s'arrêter. Voilà. Et très positif. Moi, mon meilleur pote Aurel, quand il me voyait qu'on parlait de la maladie, mais moi, j'en rigolais de la maladie.
Mais on le sent bien parce que dans tous les cas, si tu préfères, dans l'émotion qu'on essaie d'avoir à travers ton visage, Ouais. les seuls moments où on a commencé à voir tes yeux un peu brillants, non pas à cause des spots de lumière. Ah, il me faut ça. Bah C'est ouais, la photo si tu que me je t'ai sors montrée. si tu me sors des dossiers, forcément. Bah oui, Parce que tu c'est-à-dire que là, replonges dedans. on parle de ton histoire. Ouais. Ton histoire, tu la connais par cœur, tu nous la racontes avec grand plaisir. Ouais. Et on sent quand même que ça t'a touché, mais on voit que t'es fort face à ça. Mais quand je te mets au fait accompli avec une image, c'est différent. En fin de compte, si je mets une part de faiblesse et d'émotion envers la maladie, c'est comme si je lui donnais une part de victoire. Donc, moi, c'est pour ça que je le prends toujours côté positif, que ça soit même au jour d'aujourd'hui, que c'est réglé. Moi, non. Je vais rester combatif et positif parce que, non, c'est moi qui l'ai combattu. Elle avait pas sa place dans mon corps. Donc, du coup, non. Si je mets une part de faiblesse, ou comme tout à l'heure, j'ai eu un moment assez touchant et tout ça, c'est lui donner une part de victoire, en fin de compte, à cette tumeur. Je veux pas lui donner ce côté-là. Aujourd'hui, je te souhaite le meilleur. On est bien d'accord. Mais je touche du bois. Oui. Si jamais, Ouais. je veux pas finir ma phrase parce que je Ouais. ne veux pas te porter l'œil ou quoi que ce soit. T'es préparé, comment tu te sens? Vu que Ah tu oui. vis maintenant avec légèreté. Oui. Bah, je suis préparé parce que je sais maintenant. Avant, je ne savais pas. Maintenant, je sais. Et donc tu sais que tu vas te battre jusqu'au bout et que ces idées noires, il est plus hors de question même si elles sont apparues une petite partie dans ton histoire. Elles apparaîtront, quoi qu'il arrive. Parce que c'est le traitement qui te les fait Mais faut les pousser dans tes combattre. retranchements. Mais, même si la preuve, je les ai eues, comme j'étais tellement combatif, ça a été là, mais après, c'est passé. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le cancer n'est plus là? Est-ce qu'on peut, le dire officiellement? Le cancer n'est plus présent. Là, j'y retourne pour donner une info. Je retourne le 24 avril. Ouais. Le mois prochain, ça fera 1 an que j'ai terminé mon traitement à Gustave Roussy à Villejuif. Et là, ce 24 avril, avec un scanner et une échographie, on va faire un contrôle supplémentaire. On va repousser les contrôles à 1 an. Oui, donc en fait, tu es toujours quand même sous l'œil d'un professionnel Je de serai santé. sous l'œil d'un professionnel pendant 5 ans. 5 ans. Parce que, C'est bien encadré finalement. parce qu'en fait, dans tout cancer confondu, Il peut y avoir des récidives. il peut avoir une récidive sous maximum 5 ans. D'accord. Voilà. Bon, moi, là, il y a moins de chance parce qu'on a mis la dose. Mais voilà, comme le cancer existe de différentes manières au sens large, eux, ils mettent 5 ans. Voilà. On passe tout de suite aux questions de réflexion. Je vais donc te poser pas mal de questions. Je vais t'inviter du coup à y Ouais. réfléchir. Le cerveau, il va fumer. Non, mais c'est des questions pour le coup assez Ouais. rapides, donc tu Ouais. as une réflexion assez simple, mais Mhm. c'est pour savoir un peu ta mentalité, comment tu vois les choses. Prêt? Ouais. Quelle est la chose qui t'a le plus marqué dans ta vie? Ma maladie. Malheureusement, ma maladie, ouais. Parce que j'étais un gamin où moi, je peux peut-être le dire, j'étais un petit con. Parce que quand j'étais plus jeune, je disais toujours, il n'y a que les vieux qui seront malades. Je disais toujours, les vieux, ils seront malades, moi, jamais je vais être malade. Et en fin de compte, c'est le retour de l'arroseur arrosé, quoi. Le retour de flamme. Voilà. Donc, j'irai ma maladie, ouais. D'accord. Simple. Quelle est la meilleure chose qui t'est arrivée? Ma fille, premier temps, parce que même si c'est passé la séparation avec sa mère, c'est quand même un enfant, donc c'est la plus belle chose que tu peux donner. C'est demain, quand je ne serai plus sur cette terre, celle qui va continuer à avoir mon sang et tout ça. Et après, Marine, l'amour, parce que je pensais jamais... Marine, c'est ta compagne. Qui est là d'ailleurs. Ouais, qui est là d'ailleurs. Qui est en studio. Mais du coup, jamais j'aurais pensé que j'allais retrouver l'amour dans cette période tragique. Pardon. Là, si je te demande de réfléchir à une date, laquelle te vient en premier? Ça peut être Mais- une date de naissance, ça peut Ouais. être la date d'un proche, Ouais. ça peut être la date de la maladie. Tu vois, je t'oriente un peu, mais une date qui te vient à l'esprit. Mais je crois, sans influencer ta parole, t'allais parler de la date à laquelle la maladie a commencé, c'est ça? Il y en a 2. J'allais dire de notre rencontre avec Marine, enfin du moins quand c'est revu. Et la date exacte de la maladie, je pourrais pas la dire. J'arrive plus à la chiffrer. Mais l'année, oui, 2022. Ça, c'est vraiment le moment où ma vie bascule. Bien sûr. Voilà. Et après, en second, si je peux dire en second, la date, que je connais plus la date. Elle m'engueulera après, mais c'est pas grave. Mais la date officiellement quand on s'est mis ensemble, quoi.
Une personne qui t'inspire, tu penses à qui? Ça peut être une célébrité, ça peut être un proche, ça peut être... à qui tu penses? m'inspire. Je dirais ma mère. Même si des fois je vais à l'encontre de ce qu'elle me... de ses conseils et tout ça, mais elle a été forte. Parce qu'une femme aussi jeune, quitter son pays sans connaître la parole, arriver dans un nouveau pays, qu'elle sait pas du tout parler par amour, et qu'elle a été dénigrée durant toute sa vie en France, parce que à cause de ce problème de langage par des gens, la moquerie, le racisme et tout ça, franchement... Ouais, elle a eu du courage. ouais, On voilà. la salue d'ailleurs, on salue Voilà. tes parents évidemment. Bah ouais, il n'y a pas beaucoup qui l'auraient fait. Même moi, je sais même pas si moi je serais parti par amour. Au jour d'aujourd'hui, hein, dans notre époque, ça n'existe pas. Donc ouais, j'irais ma mère. Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle chez toi? Est-ce que la spiritualité, on reparle de la foi, est-ce que c'est important? Comment tu l'as... Bah moi je vais dire une phrase simple, c'est que, pour revenir sur ce qui m'est arrivé, la maladie, c'est que le Seigneur envoie ses meilleures batailles à ses meilleurs soldats. C'est tout. Et moi, C'est super. je suis sûr que j'ai réussi parce que... T'en étais certes, capable. ouais, et puis moi, certes, j'ai pas prié tout le temps quand j'étais à l'hôpital parce que le traitement me faisait passer par tellement d'émotions que t'avais même pas la force. Mais quand j'étais en convalescence, donc en repos avec ma sœur, j'y pensais des fois. Ma mère, instinctivement, elle allait souvent à l'église mettre un cierge, elle allait prier, même ma famille en Espagne, ils ont été priés aussi. Peut-être que ça a influencé la balance. Plein de qui sait. personnes en fait ont prié pour moi que instinctivement je le savais pas, moi j'étais à l'hôpital. Donc C'est quoi la phrase que tu disais? C'est Dieu envoie ses en fait épreuves. le Seigneur envoie ses meilleures batailles à ses meilleurs soldats. Tu veux savoir la phrase qu'on dit chez nous? Bah oui, du coup. Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ouais, Donc c'est dans les mêmes clous en fait. ouais, c'est dans sur le la même même clou, idée. ouais. Ok. Est-ce que tu peux me partager une bonne action que tu as faite récemment, histoire de partager un peu une good vibes dans cette émission, une bonne action que tu as faite récemment, qui te vient à l'esprit? Eh ben j'ai participé à comment dire à un don pour la jonquille, pour la jonquille au fait qui est Pierre Curie, pour la ligue, enfin pour la recherche contre la ligue contre le cancer. Tu te sens évidemment concerné aussi. Et donc, Ah bah moi c'est normal, bien je sûr. veux dire c'est logique. Et une bonne action qu'on t'a faite? Non j'en ai pas, c'est rien qui me vient là, concrètement. Cite-moi- Désolé. Non mais il n'y a pas de balle. Cite-moi quelque chose que tu pensais être négatif mais qui finalement t'a beaucoup servi. Un truc au départ tu te dis non et finalement ah heureusement que j'ai eu ça. Être franc. Au départ, être franc, ça blesse. Enfin, oui, ça blesse certains et tout ça. Mais après, au départ, je n'osais pas être franc. Voilà, c'est surtout ça. Au départ, je n'osais pas être franc. Et en fin de compte, ça m'a amené plus d'ennuis. Maintenant, depuis qu'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, maintenant, je suis direct et je suis franc. Ça déplaît à certains, mais du coup, ça me nuit plus. Qu'avant, ça me nuisait. Donc, je me disais, avant, putain, je le faisais pas. Maintenant, je le fais, je le vis mieux. Donc, ouais, ça serait ça. La franchise. 3 qualités, 3 défauts. Juste avec des adjectifs. Alors, qualité. Humour. Marine, tu confirmes? Elle fait oui de la tête, d'accord. Ouais, ça va. Je demande confirmation hein, comme ça. Gentillesse. Et généreux. Ah, elle a dit non. Non, je déconne. Je plaisante. Tu repartiras à pied. En plus, vous avez de la route. Hein. Ouais, c'est vrai. Ok. Et défaut, impatient. Oh oui. Elle s'est exprimée. Ouais. Impatient, nerveux. Ouais. Je sais pas si c'est un défaut. Gueulard. Ouais, allez. Gueulard. Gueulard. On termine avec... Est-ce que tu as des regrets? Un truc que tu aurais peut-être aimé refaire en mieux? Bah, j'ai le regret de qu'on s'est pas mis ensemble avant, déjà avec Marine. C'est un regret parce qu'on aurait... Bon, après, elle était jeune, donc c'était compliqué. Et après... Parenthèse, Ouais. ta fille serait pas là, dans Ouais. un autre sens. Oui, oui. Ah non, mais je regrette pas de... Bien sûr, non, c'est pas ce que j'ai voulu te faire dire. D'avoir ma fille, hein, je évidemment. regrette pas du tout. Mhm. Mais niveau amour, si j'enlève ma fille, Ouais. juste ce côté sentimental amour,
T'aurais aimé le retrouver dès le plus, Ouais, le plus voilà, tôt c'est possible. ça, l'avoir peut-être avant. Et bah dans ce cas, on réfléchit à l'envers. Faut le garder le plus longtemps possible. Voilà, c'est Dans ça. ce cas-là. Puisqu'on Et peut pas après, rattraper le temps. Après, deuxième regret, je dirais le regret d'avoir dit ça quand j'étais jeune. D'avoir ouais, dit cette fameuse phrase. cette fameuse phrase, dire ouais, il y a que les vieux qui tombent malades. Tu penses que c'est cette phrase-là qui aurait pu déclencher ça dans ton histoire? Parce que si t'as un aspect spirituel et que tu pars du principe que comme tu fais, on te fera, c'est un peu comme la loi du karma, dans quelque sorte. Est-ce que Moi, je dis que comme j'étais débile à cette époque-là, que j'étais jeune et j'étais débile, je reviens à la foi. Moi, c'est le Seigneur qui m'a puni. Point barre. Hop, le Seigneur, bah. Je pense voilà. que tu l'as payé. Voilà. Voilà, je l'ai payé. C'était le prix à payer, puis c'est tout. Voilà. Puis du coup, c'était sur mon destin. Maintenant que ça s'est passé, t'es plus apaisé parce que t'as le sentiment peut-être d'avoir brûlé ce péché-là. J'ai le sentiment maintenant de, même à travers une émission comme ça, de pouvoir aider les autres. J'ai le sentiment de dire, t'as ce sentiment de dire, bon, t'as réglé ton problème, mais maintenant ça toi, si tu le peux, d'aider les autres. Moi, quand je vais à Villejuif, je rencontre des malades qui viennent peut-être commencer au actuel, je discute avec eux. Et je leur dis, je les laisse parler, puis selon les choses qu'ils vont me parler, de leur ressenti, je vais leur dire, bah moi si je serais toi, je ferais comme ça. Puis je ferais comme ça. Donc quand tu vas à Villejuif, c'est dans le cadre de tes examens ou tu y vas de ton plein gré? Non, j'y vais dans le cadre de mes examens. Ouais. D'accord. Et Mais je t'en profites rencontre pour aller. du monde forcément, Super. dans les attentes, dans les salles d'attente et tout ça. Et de toute langue, hein. Dernièrement quand j'ai été, j'ai rencontré une Espagnole, Ok. pure, voilà, avec qui j'ai parlé, et cancer du sein, D'accord. voilà. Et on Et discute. donc t'as parlé la langue pour le coup. Ah ouais, j'ai parlé la langue. Incroyable. Mm. Tu Voilà. peux nous dire un petit mot en espagnol peut-être aux gens? Un mot. Assure-toi de dire une phrase que je ne comprendrai pas du tout, qu'elle soit bienveillante ou malveillante, peu importe. Bah, je vais dire la phrase que je lui ai dit quand je suis arrivé, parce que c'est pas elle qui m'a accosté. Moi, je suis arrivé, donc on était sur un banc. Et puis, je suis arrivé, je me suis assis, je lui ai dit en espagnol, je vous le traduirai après. Je lui ai dit, Hola señora, ¿cómo está? ¿Pa qué vienes? Je lui ai dit, bonjour madame, comment te sens-tu? Pourquoi tu viens? Tu l'as dit comme ça, c'est-à-dire que. Instinctivement. Mais maintenant, je me sens plus à l'aise pour parler. Mais je le comprends, parce qu'encore une fois, quand tu m'as appelé Ouais. en me disant que voilà, t'avais envie de parler de ton histoire, Mm. ça veut dire que, enfin, tu vois, tu l'as dit avec une certaine T'es plus assurance. à l'aise. Parce que en fait, t'es plus à l'aise, même vis-à-vis de cette dame-là, t'es plus à l'aise parce que tu vas pas passer pour un con. Tu connais toi-même le sujet. Ouais, bien sûr. Tu connais le sujet. Même si elle, c'est cancer du sein, c'est un autre protocole et tout ça, mais ça reste un cancer. Donc, on sait ce qu'elle va vivre. Très bien. Alors, voici ce qui va se passer. Mm. L'idée, c'est que je vais te passer la tablette. Ouais. Il y aura 2 photos. Donc, je t'invite à regarder la première photo et après, tu balayes avec ton doigt pour regarder la deuxième. Ouais. Sur ces photos-là, il y a des citations. L'idée, c'est que tu vas choisir l'une des deux qui t'inspire le plus. Ok. Tiens, voici la première. Mhm. Je te remets la tablette. Je te Alors, laisse lire. Tu peux la lire à voix haute. si tu te concentres sur la douleur, tu continueras de souffrir. Si tu te concentres sur la leçon, tu continueras de grandir. Et la deuxième. Deuxième, hop là. Plus tu grandis, plus tu comprends que la paix intérieure est bien plus importante que d'avoir raison. Laquelle de ces deux citations te ressemble le plus, t'inspire le plus? Je dirais la première. Pourquoi? Bah, plus tu te concentres sur la douleur, plus tu continueras à souffrir. Et en fait, c'est vrai. Parce que plus tu vas te concentrer sur ça, plus ça va te faire du mal, en fait. Que intérieurement ou même physiquement, en fait, spirituellement, en fait. Bon, petite histoire, effectivement, Marine vient de prendre la parole, mais effectivement, avant Ouais. l'émission, je lui ai montré. Et puis, Mais c'est celle-là que j'avais choisie. Ouais. Je savais que tu allais choisir ça. Si tu te concentres sur la leçon, tu continueras de grandir. Et c'est vrai. En fin de compte, cette maladie-là, en fait, c'est une leçon de vie. La maladie-là que j'ai eue, c'est une leçon de vie parce que ça m'a tout changé, tout chamboulé pour être mieux. Parce qu'aujourd'hui, bah, je vis autrement, c'est une seconde vie et ça m'a endurci même. Et je vois la vie autrement. Moi, quand il y a des gens que je croise dans la rue, malheureusement, je leur souhaite rien, mais qui n'ont jamais rien, qui disent « Ah bah ouais, moi je sais ce que c'est d'avoir une vie. » Bah je dis non. tu veux dire pas. ceux qui se plaignent Ouais. pour un rien? Aujourd'hui, moi je peux le dire. En ayant eu ce que j'ai eu, à travers le combat qu'il a fallu que je mène, les gens qui sont à côté de moi qui me disent « Ah mais moi j'ai mal à ça. » Puis moi je suis en haut de mes pieds. Bah non, tu te plains pas au fait. Tu te plains pas. Parce que moi ce que j'ai eu, je peux en témoigner,
C'est pas pour m'en vanter ou pour faire... T'apitoyer sur prétentieux. ton sort, oui. Voilà. Mais moi, je peux le dire. J'ai qu'une vie et moi, je me plains pas. Alors, ouais, je suis comme tout le monde. Je suis humain. Voilà. Je me plains quand je suis fatigué. Je me plains tout ça. Bien sûr. Mais quand j'ai un bobo ou où je me sens pas bien, bah tout de suite t'as ça qui revient à ta tête. Donc tu relativises finalement. Donc Ah finalement, il y Ouais. a un côté bien dans cette histoire. Ah oui, il y a un côté bien. C'est pour ça que cette phrase-là, c'est pour ça que je l'aime bien. En fin de compte, apprendre, ça te fait grandir en fait. Ah ouais, concrètement. Et ça m'a fait grandir. Le choix donc a été fait. Tu as choisi effectivement cette citation-là. Ouais. Maintenant, je te propose du coup de passer à une autre rubrique. Donc je vais te mettre dans une situation. Et l'idée, c'est de voir comment tu vas réagir. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Ok. On est parti? Ouais. Je t'expose les faits. Tu es avec un proche à l'hôpital. Le médecin te parle à part et te révèle un diagnostic grave, mais te demande de ne rien dire pour l'instant, le temps de confirmer les résultats, de ne rien dire à ton la proche. famille. Quelques minutes plus tard, cette personne te regarde droit dans les yeux. Ça peut être ta sœur, ça peut être un ami, ça peut être tes parents. Et il te dit, dis-moi la vérité. Ce que le médecin t'a dit, c'est grave ou pas? Dans les yeux. Soit tu lui dis la vérité, mais tu brises la demande que le médecin t'a faite et tu risques de provoquer un choc brutal auprès de la personne en face de toi, Ouais. et d'autant plus que le médecin a dit qu'il fallait attendre confirmation. Ouais. Soit tu lui mens pour la rassurer, tu la protèges sur le moment, Ouais. mais tu trahis sa confiance plus tard. Ou soit tu évites la question, tu crées un petit malaise, Ouais. de la suspicion immédiate. Donc je réexpose les faits. Quels sont tes 3 choix? Dire la vérité, mentir pour rassurer la personne, ou éviter la question. Tu fais quoi? Je lui mens. Je lui mens parce que c'est instinctif, parce que pendant quand j'étais malade, quand on était à l'hôpital avec ma sœur, plusieurs fois on a menti à mes parents. Pas un mensonge de mal, un mensonge pour les préserver. Parce qu'il y a plein de moments où même moi, ma sœur appelait mes parents normal. Quand on était au tout début, on les appelait en visio. Parce que moi je disais à ma sœur, non, ça va pas, ça allait pas, hein. Mais je leur dis, dis-leur que ça va. Tu leur mens, tu leur dis que ça va. Et en fin de compte, ça les a préservés. Et je pense que, mine de rien, ils ont mieux vécu ça. Et il y a plein de fois, ma soeur te le dirait, il y a plein de fois, que ça soit à l'hôpital ou même quand j'étais en repos chez elle, il y a plein de fois où on lui mentait, pas des mensonges pour... c'était pas un plaisir de mentir. Ma mère, elle prend tout à cœur et après, elle se fait des films. Elle s'imagine le pire à chaque fois. Donc, non, je dirais mentir. Parce que comme ça, en fait, tu préserves les personnes autour de toi. C'est pas plaisant de mentir, mais au moins tu préserves. Est-ce qu'à un moment donné, tu dirais la vérité ou pareil, tu temporises en nous, de toute fonction façon, à mes parents, sur la fin du protocole, après, on leur a dit, concrètement. On a dit, on vous a caché ça, on vous a menti. Et tu penses qu'aujourd'hui, le fait de leur avoir caché la vérité, ça les a préservés? Ah ouais, concrètement. Donc si c'était à refaire, tu le referais? Ah ouais. D'accord. Même au jour d'aujourd'hui, hein, quand il y a des jours où ça va pas, ou même dans notre vie privée, on viendrait avoir des complications, je le cache aussi à ma mère, parce que je sais qu'elle prend tout à cœur. Tout à cœur. Et encore plus maintenant que j'ai été malade. Maintenant, c'est... Oui, elle se méfie davantage Voilà. et prend soin de toi, quoi. Ah bah ouais, c'est normal. C'est normal. Parce que dans la vie, normalement, c'est comme elle dit, ça aurait été dû être eux, dans leur logique à eux, qui tombent malades et pas moi, qui est plus jeune. C'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de parents qui vivent des tragédies, ils perdent leurs enfants, et puis ça, c'est terrible. Hein. Et puis c'est Ouais. vrai que oui, on a, dans l'aspect un peu d'ici-bas, on a tendance vraiment à se dire, tiens, c'est plutôt l'inverse, c'est aux enfants de partir Maintenant, après les parents, quoi. Maintenant, là, je ne veux plus rien dire. Voilà, il y a Effectivement. plus de caca avant, quoi. On termine enfin cette émission, et pour le coup, je vais faire mon outro, ce qui fait que c'est toi qui auras le dernier mot. Ok. Voilà, je t'offre ce privilège-là. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette émission. Elle est disponible en podcast partout. Elle sera aussi disponible sur les plateformes d'écoute si vous voulez l'écouter. Donc voilà, je vous invite également à vous abonner à la chaîne La Canette Prod TV pour ne pas manquer les prochaines émissions qu'on fera avec d'autres invités exceptionnels. Et vous verrez qu'on fera d'autres types d'émissions qui n'ont rien à voir avec celle-ci. L'idée, c'est de vous proposer une vaste création en fait, plein d'émissions. Merci Alex d'avoir été présent. Merci à toi. Et je vais te laisser le mot de la fin parce que, comme le veut cette émission, c'est toi qui vas décider. Si tu as un message à faire passer, c'est le moment. Je te laisse dire ce que tu veux et on terminera là-dessus. Eh ben écoutez, merci en tout cas d'avoir écouté mon témoignage, du coup mon histoire.
si je peux dire quelque chose de très simple, c'est allez vous dépister dès que vous avez une douleur, une gêne. N'attendez pas, ne faites pas comme moi, que j'ai attendu 2 mois. Allez consulter votre médecin traitant, il vous orientera vers les spécialistes qui sont spécialisés pour ça. Car aujourd'hui, même chez nous les hommes, il y a de plus en plus de cancers qui se propagent, qui s'identifient. Donc n'attendez pas, je sais que ça peut être gênant, je sais que ça peut être angoissant, mais voilà, vous allez être bien entouré, mais surtout n'attendez pas, allez consulter. Et aussi pour terminer, surtout aider tous les cabinets de recherche, comme là Gustave Roussy qui ont un centre de recherche. Faites des dons contre le cancer, car même si c'est 1 ou 2 euros, ça permettra de faire avancer la recherche contre cette foutue maladie qui se déplore de plus en plus. Et aussi, avec Fabio, parce que cette histoire, mon histoire l'a touché, c'est une histoire qu'on voudrait davantage mettre plus en lumière à travers un long métrage pour plus schématiser encore plus cette histoire que j'ai vécue. Alors il y en a beaucoup qui la vivent en France, mais on en parle très peu. Et c'est vrai que des films, on n'en a pas beaucoup là-dessus. Donc on se tient, voilà, c'est un accord qu'on a ensemble de pouvoir réaliser ça tant bien que mal.